Nous sommes heureux, madame, messieurs, de vous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision. 10-12, le Zénith. Bonjour à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Ensemble encore, nous allons scruter tous les sujets qui gravitent autour du Cameroun. Et avec vous, nous allons ensemble les analyser. Vos points de vue seront attendus. Les nôtres également vous seront restitués. Madame, messieurs, permettez-moi tout de suite d'aller accueillir la grande famille de 10-12, le Zénith. Charles Amembachou, Bomo Bengan, Karine Santia et Dominique Audrey Oyengelek, ensemble, unis pour la même mission. Nous sommes là pour vous servir comme tous les jours. Bomo Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Enfin, le ministre de la Santé publique commence à donner des signes, j'allais dire, les signes d'espérance dans le corps médical camerounais. Les hôpitaux de Yaoundé, il a réussi que certains qui vont procéder au dépistage communautaire ou alors au dépistage de masse. Il y en a à Yaoundé, mais il faudrait étendre, monsieur le ministre, à toutes les 360 communes du pays. Toutes les 360 communes du pays méritent d'avoir ce matériel pour dépister le Covid, parce que maintenant, même les médecins qui avaient leurs anciens patients atteints de diabète, quand ils reviennent aujourd'hui, on commence d'abord à soupçonner Covid. Donc, ça apporte le cafouillage. Merci, mais que ça ne se limite pas à Yaoundé. Il faut l'étendre dans les 360 communes. Et il est important également de rappeler qu'il y a quelques jours, il y a 2 jours pratiquement, je dirais 48 heures, le ministre de la Santé publique, le docteur Manoda Malachi, et à travers des tweets, nous a fait savoir qu'il y aura des délocalisations désormais. Il y aura notre matériel en termes de kits et de tests un peu plus renforcés, cette fois-ci pour poursuivre la détection des personnes atteintes de Covid-19 et bien évidemment en prendre soin. Et parlant de soins, désormais les cliniques également seront mises à contribution. Toujours avec le ministre de la Santé publique, le docteur Manoda Malachi, il nous fait savoir que Yaoundé et Douala, pour le moment, sont les seules villes où des cliniques privées vont rentrer dans le traitement des cas de Covid-19. On va, bien évidemment, avec vous, madame, monsieur, scruter cet élément et mieux le comprendre. Charles Amembachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Pendant qu'on délocalise, l'argent qu'on a dépensé pour l'aménagement des sites devant recevoir des cas graves, lui, il est vide. Pourquoi fonctionner par tâtonnement? Dans tous les cas, passons. Que se passe-t-il dans les centrales, dans certaines centrales interconnectées des néos? Une question qui est importante de se poser ce jour. Les tests Covid-19 ont été réalisés, pour ce qui paraît, à la centrale hydroélectrique d'Edea, où on a révélé plus de 20 cas en termes de contamination. Sauf que ces cas sont à la maison, sont rentrés tranquillement et sont avec leur famille. D'autres reviennent même sur le site. Que se passe-t-il de ce côté? La question, on la pose non seulement à l'instance dirigeante des NEO, mais aussi au ministère de la Santé. Ils se plaignent déjà dans les centrales interconnectées, notamment des DEA. Il faudrait prendre des mesures de ce côté. Sujet à voir, à écouter, à comprendre surtout, à décrypter et à analyser. Madame, monsieur, allons accueillir cette fois-ci Karine Santia à qui nous disons bonjour. Bonjour Karine. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aussi à nos téléspectateurs. C'est vrai que ce n'est pas évident lorsque nous parlons de liberté de la presse au Cameroun, encore que bien que pour expliquer la liberté de la presse au Cameroun, et un expert nous a dit ce matin que Reporters sans frontières, l'un des secrétaires de Reporters sans frontières, a été élu maire de l'extrême droite en France, et pourtant lui aussi qui est expert en question de droit de la presse parle en tant que sénateur et en tant que chercheur. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette dualité? Merci beaucoup Karine et surtout bon retour à vous, j'ai envie de dire, je vous accueille fièrement, comme c'est le cas également avec Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour Dominique et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, j'ai une sorte d'incompréhension quant à la note de monsieur le gouverneur de la région du Centre qui voudrait qu'on mette fin aux cérémonies funéraires, notamment les veillées et autres. Mon incompréhension se fait au niveau où dans les veillées, on se rassemble, on boit de l'alcool, on est ensemble. Si on ouvre les bars et que dans les bars, ce sont les mêmes configurations, dans les snack bars et les boîtes de nuit, c'est pareil, pourquoi refuser que les gens fassent leur veillée?
J'ai envie de comprendre. Est-ce qu'il y a 3 genres de façons d'être contaminé, ou bien les contaminations dans les veillées sont différentes de celles dans les bars? Je ne pense pas. À côté de ça, il n'y a que les populations de la localité de Dizangué continuent de se plaindre. Ça fait quasiment 3 mois déjà. Ils ont des coupures d'électricité toutes les 15 minutes. Ça ne va pas là-bas. Les populations ont de la nourriture qui se gâte dans les frigos, les commerces qui ne fonctionnent pas normalement. Donc il faudrait impérativement et dans la mesure du possible, rapidement trouver une solution à ce problème. Merci beaucoup Dominique et pour ces sujets avec lesquels nous faisons bien évidemment notre entrée, madame, messieurs. N'hésitez pas vous aussi à nous laisser vos commentaires tout à l'heure. Comme vous savez bien le faire, je vous donne rapidement les orientations. La page Facebook ou les pages Facebook sont entre autres 10-12 le Zénith pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Allez vous y abonner ou encore Equinox TV. Allez également nous retrouver là-bas et sur Equinox TV. Vous le savez, le fil d'actualité de l'émission qui se fait en live, nous vous lirons à ces niveaux, effectivement, mais surtout au contact qui s'affiche au bas de l'écran. Allons tout de suite avec vous, Dominique Audrey, bien comprendre l'histoire que vous nous préparez, que vous nous aviez justement préparée pour ce jour. Parlons bien sûr de l'histoire du jour. De quoi s'agit-il ? The story of this Thursday morning is the story of Nina. Nina said, I'm married to Andrew since 10 years and we have 2 kids. My man is a violent man. Sometimes he used to hit me. He beat me. He insulted me in front of his family member, always. And sometimes he hit me behind his friends. And my problem is that one day he came out of his office and we were shouting on each other. He hit me in front of my kids. My problem and my question are, what consequence that violence will do on my kids, my 2 kids? Will them think that is it normal and will act like that when they will grow up? And what are the risks of my boys to hear such insults? And I am with his father because I know how it hurt to grow without a father. So I want my child to be with their father. Is it important to live with that kind of man and take the risk to be a bad example for my kids? Belle histoire justement ce matin. Belle histoire justement racontée en langue anglaise. Très bien, Dominique Audrey. Maintenant, pour ceux qui certes sont bilingues mais peut-être n'ont pas tout compris, qu'est-ce que vous leur dites pour résumer en français? J'ai pas de résumé à faire, monsieur Ngachou, malheureusement, parce que jusqu'ici, on ne résume pas pour les personnes qui ne comprennent pas le français. J'ai été interpellée la dernière fois parce que je l'ai fait par certains téléspectateurs. Donc, par respect pour eux, je ne le ferai pas. Moi, je pense que vous devriez en réalité, et je vous devrais aussi en réalité, pour ceux qui ne sont pas d'expression anglaise et qui arrivent au Cameroun pour la première fois, je le pense, donnez-leur au moins la possibilité de bien comprendre de quoi vous parlez. Monsieur Ngachou, je ne le ferai pas, malheureusement. Vous savez, je l'ai fait une fois et des téléspectateurs d'expression anglaise m'ont repris vertement parce que je l'ai fait. Donc, non. Sachez juste que ce sont des violences conjugales. D'accord. Bon, ce qu'on va faire ce matin, madame, messieurs, c'est qu'on va... vous voulez que chacun parle en anglais sur le plateau? C'est ça important? Non, le Cameroun est bilingue. Le Cameroun est bilingue. Donc on n'a pas dit le contraire, non. Tout le monde est bilingue. Mais on s'est dit quand même qu'il y en a qui ne comprennent pas français, autant bien qu'il y en a qui ne comprennent pas anglais. Même si on est bilingue, donnons-leur l'occasion de nous comprendre et qu'on soit en phase. C'est bien pour nos frères camerounais d'expression anglaise qui sont avec nous. C'est bien pour ceux qui sont bilingues. C'est bien maintenant, c'est peut-être mauvais pour ceux qui n'ont rien compris ce que vous avez dit. Et le vœu aurait été que vous contractez en langue française pour que chacun soit dans le bain du sujet. Alors, bon Bengan, ce matin justement, vous avez écouté l'histoire de Dominique Audrey qui nous a été relatée. Elle parle encore de violence conjugale ce matin. Et cette fille qui semble être assez embêtée par rapport aux enfants, l'humiliation qu'elle subit, que son mari l'amène à subir devant les enfants. Alors, quelles sont les résolutions que vous pouvez justement trouver? Quels conseils pouvez-vous donner en tant que
on dirait, éducateur à cette fille-là. Oui, et elle pose le problème de savoir s'il faudrait quitter l'homme ou pas. Donc, the problem is not to leave the husband, the problem is to solve the problem. You have to solve this problem, and to solve the problem means that you have to get your family of your husband, and to tell them the problem and pose the problem, and you listen what you can say. And although you have your own family, and you tell the problem and you observe what can be. Donc, le problème ici n'est pas de quitter. D'abord, on ne tape pas la femme devant les enfants. Les problèmes de l'homme et de la femme se font en dehors des enfants. C'est dans la chambre. Et quoi qu'il arrive dans la chambre, la femme doit sortir en souriant. En souriant, parce que effectivement, et c'est parce que nos ancêtres ont étudié tous ces cas, cet embarras-là. Vous voyez, elle dit, j'aime mon mari. Il fait comment des enfants? Je veux que mes enfants soient élevés dans le cadre familial. Et ça exclut donc même toutes les histoires qu'on a eues depuis lundi. Vous voyez, même la femme dont on a qui a perdu l'audition, lui, et dont le mari a eu un œil percé. Vous voyez comment? C'est pour cela qu'on vous dit que le problème de mariage, ce n'est pas le problème de deux personnes. Ce n'est pas un problème de deux personnes, c'est un problème de la communauté. Et ça nous gêne également, nous les Africains authentiques, de savoir que tout le monde aime dire le mariage est une institution divine. Mais qu'est-ce que Dieu a donc mis dans le mariage? Personne ne vous dit rien. Chacun commence à dire je. Donc c'est un problème collectif. Ici, d'abord le comportement de la femme est bien, mais le mari est condamnable. On ne porte pas. D'abord, on ne porte pas la main sur sa femme devant les enfants. Devant même certaines injures, on ne les fait pas. Je veux dire, il faut que les enfants soient en dehors des problèmes. Quand ils vont grandir, ils verront leurs problèmes. Ils ont un certain nombre de choses. Donc, ici, c'est condamnable. Maintenant, on fait comment? On porte l'affaire à la famille. Cette maman a eu les gens qui l'ont accueillie. Sa belle-mère vit-elle encore? En dehors de sa belle-mère, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aînées femmes dans la famille? Il porte. Est-ce qu'il n'y a pas de chef de famille? Maintenant, si ça les dépasse, tu vas vers ta propre famille en leur disant, voilà ce que j'ai subi. Tu lances les formations là-bas pour venir. Parce qu'en fait, vous pouvez condamner votre mari, ou bien votre mari peut vous condamner. La réponse sera quoi? On divorce. D'abord, je n'en peux plus, on part. Donc ça, c'est l'individualisme. Nous, on n'en est pas là. Nous ne sommes pas là. Le mariage, quand on dit mariage, d'abord, pendant le processus de la dot, vous remarquerez que les deux prétendants ne parlent pas. Ça déjà, ça vous donne une école, une étude pour dire que ça ne vous concerne pas seul. Ou alors, ça concerne d'abord deux familles qui vous mettent ensemble. Mais lorsqu'on sort de ce schéma-là, on perd tout. On commence à poser les problèmes de moi, je. Donc ici, l'acte de monsieur est condamnable. Le fait devant les enfants, c'est pas non. Mais, et vous dites que l'acte de la femme est salutaire? Oui, c'est salutaire parce qu'en fait, il veut protéger les enfants. Il ne veut pas que les enfants soient affectés. Donc c'est vrai, elle ne nous a pas dit ce qu'elle dit aux enfants, mais c'est sûrement le genre de femme qui ne monte pas les enfants contre leur papa. Donc, à bien entendre l'histoire, mais c'est vrai, je peux me tromper, mais c'est ce que je crois comprendre dans l'histoire. Thank you very much. If you want, thank you so much. It's very important to say that, ladies and gentlemen, you are welcome this day at this edition of this 12 Le Zénith. I want to give you now opportunity to give us your opinion, Karen Sontia. I don't know, what do you think about this story today? What I think is that the fact of exposing your couple problem in front of children can traumatize. And some children have been exposed to those kind of problems till the fact that now they are also violent. And when children are concerned about problems, you have to observe some distances if you're adult.
Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes des adultes et que vous avez devant vous des enfants, faites attention à ce que la violence ne transparaisse. Pourquoi? Parce que l'enfant capte plus le négatif que le positif. Et du coup, vous allez voir un enfant qui, parce que papa a giflé maman, va arriver à l'école et gifler sa camarade. Parce que sa camarade, c'est une femme. Ce ne sera pas vers son ami garçon qu'il va le faire forcément. Et il va se tourner vers sa camarade fille à l'école. Dès qu'elle va lui dire que « Pourquoi tes chaussures sont sales comme ça ?» Il va la gifler et dire que « On ne me parle pas comme ça » en utilisant les termes que les parents utilisent. Il faut faire très attention. Et comme je le dis souvent, lorsque vous êtes des adultes et qu'il y a au milieu de vous des enfants, pensez d'abord à eux avant de penser à vous. Parce que le désordre dans le couple n'impacte pas sur les adultes. Les premières victimes sont les parents et sont les enfants. Et lorsque ces enfants sont victimes, soit ils copient cela et ça impactera négativement dans leur vie future, soit ils vont copier cela et ça va les rendre différents. C'est-à-dire que vous allez voir un enfant qui, dans sa vie, aura, si c'est par exemple la maman qui était très très violente dans le couple, dans sa vie, il aura tendance à toujours penser que toutes les femmes sont violentes et à dire que les femmes sont mauvaises. Vous voyez, et à dire non, une femme ne parle pas comme ça. Vous voyez, il sera toujours à fleur de peau lorsqu'il sera face à des problèmes concernant la jante féminine. Et maintenant, si vous avez un garçon à qui, chaque fois vous allez monter, hein, la femme ne me parle pas comme ça, tu es dans ma maison, c'est le chez moi, et tout, chaque fois avec ses soeurs, il va dire, non, Maïmouna, tu ne me parles pas comme ça, tais-toi quand je parle, et ainsi de suite. Ça va faire un vacarme dans la maison, et vous n'aurez pas la possibilité de contrôler vos enfants et leurs extensions dans leur comportement. Je pense que cette femme, ce qu'elle veut est légitime. Ce qu'elle veut, c'est que si elle doit rester dans ce couple, il faut que son mari prenne la mesure de son comportement. Même si elle a fait n'importe quoi, je ne pense pas que c'est devant les autres. Parce qu'elle a parlé dans l'histoire jusqu'aux amis. C'est-à-dire que même devant les amis, il expose sa violence, il gifle sa femme devant ses amis. C'est tout sauf vous montrer que vous êtes un homme. Ça montre que vous n'êtes pas un homme, mais vous êtes un animal. À la limite, vous ne réfléchissez plus. Vous réfléchissez en fonction de vos impulsions, de vos affects, de vos émotions. Et vous êtes devenu la femme dans le couple. Parce qu'on nous dit que c'est la femme qui réfléchit avec les émotions. Mais là, dans le couple, vous réfléchissez avec les émotions. Parce que moindre chose, si elle vous dit quelque chose qui n'est pas très très gentil dans vos oreilles, allez, c'est une gifle. Et devant les amis, ça sonne que non, vraiment, elle dérange, elle ennuie. Cette femme, vraiment, elle veut montrer quoi? Et pourtant, vos amis, vraiment, ils vous prennent pour rien du tout. Ils vous prennent pour rien du tout. Donnez de la valeur aux femmes que vous épousez et qui acceptent de vous faire des enfants. Je vous assure que si vous avez seulement de la valeur, vous aurez tout le respect, l'obéissance et tout ce que vous voulez sur une femme. Mais si vous pensez que votre femme est une moins que rien, parce que finalement, à un moment donné de votre vie, vous regrettez de l'avoir épousée, vous allez vous retrouver à être le plus moins que rien devant tout le monde. Let me say that you can have another consequence in your couple, okay? If you have problems sometimes, it's not correct. Juste vous dire, madame, monsieur, que on reste avec vous et Dominique Audrey-Yengelek, je me retourne rapidement vers vous. Étant donné que vous nous avez clamé cette histoire ce matin en langue anglaise, voulez-vous bien nous dire, donner peut-être votre position, votre point de vue, toujours en langue anglaise? On sera très heureux de vous écouter sur... Je le ferai en français. Je le ferai en français pour dire que l'histoire de ce matin remet en scène le caractère barbare d'une catégorie d'hommes qui, comme Karine a dit, réfléchissent avec les émotions. Moi, je ne sais pas, je ne vais même pas légitimer la violence, que ce soit devant les enfants ou pas. On ne violente pas sa femme. Sur le plan physique du moins, la violence peut être orale. Il y a des façons de punir sa femme lorsqu'on estime qu'elle a eu des écarts de comportement. D'aucuns diront certainement qu'il faut être marié pour comprendre ce genre de choses, mais je vais utiliser une autre réplique. Les prêtres vers lesquels les couples mariés se tournent lorsqu'ils ont des problèmes, eux non plus ne sont pas mariés, donc ils n'ont pas besoin d'expérience pour parler de ce genre de choses. Aujourd'hui, on parle des enfants qui sont des victimes à part entière des violences dans le foyer. Il faut savoir que lorsque votre enfant, parce qu'on a parlé des enfants de 7 à 5 ans, de 8 à 5 ans, ces enfants-là sont des victimes et l'impact se voit même sur le rendu scolaire. Vous avez des enfants qui commencent à développer une hypervigilance parce que quoi? Il se dit qu'à tout moment, un coup peut arriver de n'importe où parce qu'il a vu sa mère être tapée dans le dos pendant qu'elle passait ou bien pendant qu'elle était assise et que son père est rentré du travail. On a des enfants qui ont un manque de concentration à l'école. Il y a des enfants qui ont une rupture scolaire simplement à cause de ça. À côté de ça,
avoir un petit enfant qui grandit dans un environnement violent fait que lorsqu'il devient adolescent, a du mal avec l'autorité, même de ce fameux père. Parce que vous verrez, la plupart des garçons qui ont assisté à la bastonnade de leur mère finissent, dans la plupart des cas, par taper sur leur père. Et c'est une chose qui est répréhensible. Parce qu'un enfant ne doit pas lever le bras sur son parent. Ce n'est pas bon du tout. Donc, cette femme, c'est peut-être légitime de vouloir que ses enfants grandissent avec leur père, mais beaucoup d'enfants qui ont grandi, qui ont réussi dans la vie, n'ont pas forcément eu un père. Un mauvais mari ne peut pas être un bon père. Un mari violent sera un père violent envers ses enfants. Donc, ces enfants-là, vous gagnerez dans une certaine mesure à les éloigner d'abord de ce père-là. Il faudrait qu'il revoie son comportement. Et si véritablement il veut vous reprendre comme votre femme, s'il est prêt à changer, alors il reviendra vous chercher. Mais il faudra qu'il comprenne qu'il y a des choses qu'on n'admet pas, qu'on n'accepte pas. La famille dont on parle sur ce plateau, on a dit qu'il faudrait qu'elle se rapproche de sa belle famille. Mais il tape sa femme devant les membres de sa famille. Et cette famille ne fait rien. Cette famille ne dit rien. Donc, qu'elle se rapproche de sa famille à elle, qu'elle en parle avec sa famille et qu'elle trouve des moyens pour d'abord partir de là. Parce qu'un jour, il vous tapera sans vouloir forcément vous tuer, vous pouvez mourir. Ou bien votre enfant, en voulant s'interposer, peut se prendre une claque dans une femme qui se lève tous les jours avec le menton, avec des bleus, avec des dents cassées, avec les bras cassés. Vraiment, c'est pas bon, c'est pas bon. Un couple ne peut pas fonctionner comme ça. Et sachez qu'une femme que vous battez tous les jours, simplement parce que vous êtes en mal d'autorité, parce que vous êtes en mal de masculinité, entre guillemets, c'est une femme qui va nourrir des rancunes contre vous. L'autorité, ce n'est pas en criant. On n'acquiert pas l'autorité sur une femme en criant. On n'acquiert pas l'autorité sur une femme en la battant. Je suis désolée, ça ne se passe pas comme ça. Une femme qui reste silencieuse ne vous respecte pas forcément. Merci. Oui. Merci bien Dominique Audrey pour cette précision ce matin. On vous a suivi sur votre point, enfin en ce qui concerne votre point de vue sur cette histoire du jour. On va peut-être faire des relances tout à l'heure. Le temps de donner la parole à Charles Amembachou qui a certainement suivi les différents points de vue ici. Au-delà du sien, peut-être quelques éléments qui ne vous arrangent pas. Charles Amel, dites-nous, que dites-vous concrètement à cette fille qui appelle justement à votre intelligence aussi pour sortir de la situation? Monsieur Michel Ngachou, l'individualisme dans lequel l'occidentalisation acerbe nous a poussé, nous a conduit à ça. C'est mon mari, c'est ma femme. Vous n'avez rien à nous dire. Tu m'énerves, je te mets dehors. C'est chez moi. C'est là le langage des occidentalisés sur ce plateau. Donc, dès qu'il faut dire, voilà donc là où on est arrivé, où la famille n'a plus mot à dire. Méfiez-vous lorsque la famille n'a plus mot à dire. Soit c'est la femme qui a chassé la famille, soit c'est l'homme qui a chassé la famille. Et lorsque vous mettez la famille de côté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'observe. Allez, maintenant, on va vous voir. On a vu des individus insulter le chef de famille. Tu me sais à quoi? Tu veux quoi? Hey, quitte devant moi. Lorsque l'enfant tombe malade et qu'on part partout, on dit, va en famille. C'est ce même chef de famille qu'on vient toquer. Ah, papa, tu sais, c'est la colère. Ah, nous, on était jeunes. Ah, c'est la jeunesse. Je vous sanctionne. T'as de la pire espèce. Et oui, je le dis. Je pèse mes mots. Donc, monsieur Michel Ngachou, à l'école du mariage, on enseigne que la femme qui sait supporter sans cri la douleur du piment vivra un mariage des plus heureux qu'il soit. Vivre le piment. Supporter la douleur du piment sans crier. C'est la première leçon. La c'est la femme qui sait. La femme qui sait supporter sans cri la douleur du piment vivra le plus bon mariage de sa vie. Explication. On apprend à la femme à discuter. Quand ça ne va pas, dès les premiers jours, dis à ton mari, c'est le premier chapitre, comment vivre avec son mari, son ami. Dès les premiers jours, dis à ton mari, si tu as à me dire, appelle-moi dans la chambre. Cause-moi dans la chambre. Ne me parle plus dehors. Ça se dit avec son mari quand on cause. Nous allons nous marier, nous aurons des conflits, nous aurons des hauts et des bas. Mais chérie, s'il te plaît, quel que soit ce que je te fais, cause-moi dedans. C'est un dialogue du début. Maintenant, on nous pose un problème à la fin, monsieur Michel Ngachou. La femme qui sait supporter sans tousser
est une femme qui n'aura jamais l'atout, monsieur Michel Ngachou. La femme qui sait supporter sans tousser. Vous devez avoir une femme, vous êtes assis, pendant que vous êtes en train de consommer, déjà que la femme n'a pas le droit d'être avec des amis. Je l'ai dit ici. Vous êtes assis avec des amis. Après, dit, tu bois trop. Arrête de boire. Il faut qu'on rentre. Vous connaissez votre mari. Le dit, vous savez que ça va le mettre en colère, mais vous trouvez la force d'employer ces expressions devant le mari. Je ne légitime pas la violence de l'homme, non. Mais je dis, la femme doit apprendre à tenir la bouche. C'est des règles. Habituez-vous à régler vos problèmes dans un lieu secret. Je ne résous pas, je ne sais pas pourquoi il a frappé. Maintenant, elle est en train de nous demander qu'est-ce que ça va faire devant les enfants. Non. C'est elle, lorsque le mari est rentré, qui l'a accueilli. Et la façon qu'elle a accueilli, elle a mis dans les états. Monsieur Michel Ngachou, parmi mes 4 femmes, j'ai une femme qui est belliqueuse, qui aime les problèmes, monsieur Michel Ngachou. Je l'ai dit, elle est en train de nous regarder. Mais chaque fois qu'elle me tend des pièges, c'est elle qui tombe. C'est comme on vit avec quelqu'un qu'on le connaît. Vous pouvez rentrer, la femme vous tend le piège, mais vous esquivez. Mais si elle est en face d'elle, un Rocky Balboa, qui chaque fois qu'elle tend le piège, c'est le coup de poing, qu'elle change d'attitude. La femme doit connaître son mari. Trouver des canaux de résolution de vos problèmes. Beaucoup de couples ont ce souci. Vous avez des hommes parfois, ils discutent avec la femme, c'est via WhatsApp, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples ne discutent plus de manière verbale, de manière physique, c'est via WhatsApp. Le gars envoie, fiche-moi le camp. Tu me dis, fiche-moi le camp, hein? Attends-moi, je t'attends à la maison. Les enfants ne sont pas témoins. Mais lorsque le gars rentre, vous ne savez pas que la femme a conservé cette colère, elle vous prend à chaud. C'est un souci, les gens ne savent pas comment résoudre leurs problèmes. Les gens introduisent dans leur vie des personnes inutiles. Je suis désolé. Les gens introduisent dans leur vie des personnes inutiles. Vous avez le parrain, s'ils sont mariés. Comment choisit-on son parrain? À l'école du mariage, on vous enseigne. Si je vais en mariage, je prends un modèle. Bonbon est un modèle. Par exemple, je décide de me marier, je vais voir Bonbon. Je veux que tu sois mon parrain. Ce n'est pas besoin de l'argent de Bonbon. J'ai besoin qu'il soit mon parrain. Je ne fréquente jamais Bonbon. Ce n'est pas mon ami. Parce que beaucoup de parrains de mariage sont des amis. C'est mon poteau. J'ai été son parrain et je suis son parrain, c'est mon poteau. On est ensemble. On boit les bières. Vous pensez que cela va intervenir comment dans votre foyer? Non. Que dites-vous à cette fille, Charles? Non. J'ai dit à cette fille qu'elle est coupable d'avoir laissé un ensemble de choses se dérouler dans son foyer sans faire, à la première gifle, au premier coup de poing, à la première bastonnade, elle n'a pas fait intervenir les membres de la famille. Voilà là où elle est coupable. À l'heure actuelle, le verre est dans le fruit et le verre est plus que profondément ancré dans le fruit. Un enfant qui a déjà vu comment on frappe sa mère, même si vous décidez de changer, cette image restera gravée dans sa tête et un jour il vous posera la question. Ce que je propose, c'est qu'il se retrouve et qu'il fasse la paix. La paix, c'est-à-dire, elle fait intervenir les véritables personnes, les responsables de la famille, que devant la famille, l'homme s'excuse, ils sont à 2, qu'il rentre à la maison, si réellement il a pris conscience, et que devant les enfants, ce sont des occidentalisés, pas des bantous, devant les enfants, ils s'excusent. Parce que c'est ce qu'on fait. Moi, je vois ça dans les films des blancs. Vraiment, excusez-moi, j'ai frappé papa, j'ai frappé maman, je ne devais pas frapper maman, pardonnez-moi. Ça, c'est chez les occidentalisés qui s'excusent et qui restent. Et chez les bantous. Quand ça sera le problème des bantous, je n'arrive pas chez les bantous. Très bien, merci beaucoup. Allez, merci à vous, madame, monsieur. Vos réactions sont attendues rapidement. Qu'est-ce que vous proposez à cette fille? Comment doit-elle se comporter? Et quel regard jetez-vous sur son mari? Peut-être aussi, il va falloir aider les hommes qui sont dans cet état de nature, les aider à en sortir véritablement. Vos propositions sont attendues sur la page 10-12 Le Zénith ou encore sur le fil d'actualité Equinox Télévision. Allez, tout de suite, allons voir ce que nous propose ce matin La Colère. Et La Colère est signée Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du réchauffement climatique et de son impact dans ce pays. À quoi nous servent finalement les 2 ministères spécialisés sur la question de protection de l'environnement? Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature,
Ministère de la faune et de la forêt. Pourquoi avoir séparé d'ailleurs ces deux ministères qui ont le même job description? Première question. Deuxième question, quel est le taux ou le niveau de déforestation, de reboisement dans ce pays? Peut-on avoir ces statistiques? Peut-être la question, il faudrait la poser à l'Institut national de la statistique pour qu'elle nous dise à quel niveau nous nous trouvons. À quoi nous sert finalement l'Observatoire du changement climatique dans ce pays? Ils observent quoi? Comment? Autant de questions. À quoi nous aura servi la mise sur pied d'un groupe thématique parlementaire à l'Assemblée nationale et celle d'un réseau d'action de parlementaires sur la question du changement climatique et de la gestion durable de nos forêts? Quel est le rôle de la loi cadre portant sur l'environnement et le développement durable en charge de l'éducation des acteurs étatiques, grands groupes sociaux, ménages, etc.? Quel est le rôle du Conseil économique et social à qui on avait confié la responsabilité de travailler sur la question du réchauffement climatique après la COP 21? Quelles sont les données de l'Institut national de la statistique a produit concernant l'évolution de la température, de l'humidité relative et de la pluviométrie depuis l'an 2000 dans toutes les régions de ce pays? Quelle est la température qui prévaut à Douala? La température qui prévaut à l'ouest? La température qui prévaut dans le centre? Le degré d'humidité? Autant de questions qu'on est appelé à se poser parce que qui dit climat, qui dit changement climatique devrait revoir ces différentes terminologies. Existe-t-il au Cameroun, comme dans le reste de certains pays, une politique liée au climat? Comment comprendre que les principaux responsables de ce pays ne se sont pas encore rendus compte que le climat dans ce pays est plus qu'instable? Mieux encore, de plus en plus instable. Le climat est tellement changeant que même les activités agricoles sont des plus perturbées qu'ils soient. Savez-vous que dans de nombreuses villes camerounaises, ces dernières années, la variation climatique a fait l'objet de plusieurs inondations au sein des grandes agglomérations comme Douala et Yaoundé, quoique les rapports indiquent que le Cameroun connaît une baisse considérable de la pluviométrie depuis une dizaine d'années. Savez-vous qu'à l'ouest du Cameroun, on est depuis quelque temps entre observer l'assèchement de nombreux points d'eau avec comme point crucial le problème d'accès à l'eau au sein de nombreuses régions qui deviennent de plus en plus invivables au nord du pays, la sécheresse qui fait obstruction au pâturage et qui fait en sorte que le prix de la viande est sans cesse en élévation. Savez-vous que dans le sud Cameroun, l'on observe une baisse considérable de la productivité agricole due au changement climatique et à la production de certaines cultures comme l'EVA? Comment comprendre qu'il n'existe aucune norme dans ce pays sur le CO2? Savez-vous que toute la pollution liquide et même solide que nous produisons est évacuée progressivement vers les estuaires des rivières, où elles se logent dans les mangroves, qui sont aussi des frayères, ces lieux où les poissons viennent déposer leurs œufs? Comment comprendre que les différentes administrations ne se sont pas encore penchées sur le problème d'émissions de gaz à effet de serre déversés dans le ciel camerounais par ces vieux produits de la brocante, notamment ces vieux frigidaires, ces vieux générateurs, ces moteurs mal entretenus de véhicules, les fumées émises par les usines de Douala et les fumées produites par la brûlure des roues des voitures lors de leur recyclage, sans toutefois oublier de parler de l'élevage sous pâturage traditionnel et j'en passe. Le Cameroun, comme tous les autres pays du monde, subit les effets néfastes des changements climatiques qui se traduisent par la réduction de la production agricole, la raréfaction des pâturages, le développement des maladies liées à l'eau et à d'autres chaleurs, l'occurrence de certaines météorologies extrêmes telles que la sécheresse, les inondations et même la multiplication des conflits entre les communautés. Les conséquences directes du changement climatique provoqué par l'activité humaine sont les suivantes: hausse des températures maximales, hausse des températures minimales, hausse du niveau de la mer, hausse de la température des océans, intensification des précipitations, fortes pluies et grêles. La preuve, il continue de pleuvoir à Douala alors qu'on devait passer à autre chose.
La colère ce matin, justement, signée Charles Hamel, sur le changement climatique et ses conséquences, surtout au Cameroun. Et il y a lieu, justement, de mettre en place un cadre de prévision des réalités, surtout liées aux conséquences de ce changement climatique. Maintenant, vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a un ministère de l'Environnement et un ministère également de la faune et de la forêt. Est-ce que ces deux ministères en même temps, vous l'avez très bien dit, ont pratiquement le même cahier de charges? Il faut mieux comprendre cela. Mais on va quand même constater, Boman Bengan, que le changement climatique, certes, a de très graves conséquences sur, on m'a dit, au niveau de l'économie, au niveau même de la culture alimentaire au Cameroun. Mais non, est-ce qu'il y a lieu de sauver cela? Peut-être oui, en mettant en place ce cadre de travail. Mais pour parler de quoi concrètement? Bon. Non, il y avait lieu de sauver cela dans les années 70. Maintenant, il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Parce que nous sommes arrimés, j'allais dire, à la politique des bailleurs de fonds. La politique des bailleurs de fonds qui nous a amenés ici, à ce niveau, c'est laquelle? En 1973, il y a eu deux crises. Crise du pétrole, mais également la sécheresse dans le Grand Nord. Ça a d'ailleurs amené le troisième plan quinquennal à être, certains éléments du troisième plan à être reportés au quatrième plan. Il s'agissait de quoi? Pourquoi avoir laissé la société forestière industrielle de la Doumé, Bois du Cameroun, et tous ces gens-là couper le bois à l'emporte-pièce? Je veux dire dévaster nos forêts. Ensuite. On a laissé, c'est pour ça que je dis, on s'est arrimé à la politique des bailleurs de fonds. Parce que peut-être avec la coopération française, nous avons besoin d'eux, avec. Aujourd'hui, les Chinois sont encore venus, on coupe, il n'y a pas d'espèces protégées qu'on laisse. Et on le savait. Parce que lorsqu'on engage, pour le cas, je me limite au cas du Cameroun, lorsqu'on engage l'opération Sahel vert, à ce moment-là, pour planter les arbres dans les régions septentrionales du pays, à l'époque, il n'y avait pas encore les trois provinces, c'était la grande province du Nord. Il était effectivement question de lutter contre la poussée du désert. Lutter contre la poussée du désert voulait dire que le reste du pays, notamment le Grand Sud, devait conserver sa forêt, procéder même à la politique de reboisement, parce qu'on en avait parlé à l'époque. À un moment donné, procéder à la politique de reboisement. Chaque fois qu'on coupait, on devait reboiser. Même malheureusement, il n'y a plus eu de suivi. On va donc, vous savez, le monde capitaliste, vous lui donnez la main, il prend tout le bras. Et on s'est laissé engluer là-dedans. Et que ce soit COP21 où le chef de l'État était parti assister, ça l'a amené, comme l'a dit Charles Hamel dans sa chronique, notre Assemblée nationale à revoir certaines dispositions des textes organiques du Conseil économique et social. On demande au Conseil économique et social, je pense depuis 2017, de régler ce problème, du moins de porter un conseil au gouvernement, à l'exécutif, de comment faire face à ce changement climatique. Et le Conseil économique et social n'existe que sur le papier. Aujourd'hui, ils ne sont que 2 personnes vivantes. Ayant Luc, le président, et Zété Emmanuel. Parce que Père Fotso, il vient de partir. Ils étaient 150. Maintenant, il ne reste que 2. Comment les 2 personnes là vont se réunir pour donner des conseils au gouvernement à travers le ministre en charge des forêts, le ministre de l'Agriculture, et ainsi de suite? Vous voyez, donc ça devient compliqué. Et également compliqué dans la mesure où nous n'avons même plus de comices. On n'organise plus de comices agro-pastoral. Donc, le calendrier agricole même, on ne connaît pas. Donc, tout nous tombe sur le ciel alors que les statistiques étaient là. Je veux dire, les données géographiques étaient là. C'est pour cette raison, je termine par là, que même pour vous qui allez à l'école occidentale, là, sachez que la matière la plus importante dans votre cursus scolaire, c'est la géographie. Et si vous lisez la charte de Cancan dont je vous parle là tout à l'heure, allez lire comment, à partir de 1222, nous on protégeait la forêt. Donc, c'est ça, là, vous voyez que... Vous parlez bien de 1222. De 1222, comment on protégeait la nature.
Et aujourd'hui, vous pensez que c'est l'argent qui est le maître de tout, mais lorsque vous ouvrez, donc vous coupez la végétation, vous ouvrez au rayon du soleil, la conséquence est là. Allez, on parle encore de changement climatique ce matin. Peut-être le sujet peut sembler être bien éloigné de beaucoup d'entre vous, mais vous vivez certainement les conséquences sans vous en rendre compte. Karine Santia, parmi ces conséquences aujourd'hui, d'ailleurs tout à l'heure j'ai semblé l'évoquer avec Mohamed Bengan qui nous a ramené effectivement sur le terrain de l'absence des comices très souvent organisés au Cameroun. Il y a également quelques conséquences certainement que vous avez à nous démontrer ici ce matin, Karine. Vous savez que la vulnérabilité du Cameroun par rapport au changement climatique est très très importante. Pourquoi? Parce que au niveau agricole déjà, l'agriculture est tenue en majeure partie par les pauvres. Ce qui fait que ce sera difficile pour ces pauvres-là d'industrialiser si jamais ils n'ont plus d'eau parce que les systèmes d'irrigation ne sont pas très modernes. Et à l'extrême nord, par exemple, vous avez l'avancée du désert, ce qui fait que le lac est en train de réduire au fur et à mesure, il s'assèche. Mais sauf que dans cette même région-là, on est capable de revaloriser le sol en utilisant une autre culture. La culture du coton, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui utilise beaucoup de CO2, qui est très importante et qui est produite par le soleil. Du coup, l'avancée du soleil du désert ne pourrait pas faire trop de mal à la culture du coton si jamais on investit sur cette culture et qu'on se penche aussi sur la transformation de ce coton dans l'industrie du textile et autres. Donc, on peut revaloriser nos aptitudes en fonction du changement climatique. C'est pour ça que vous voyez que dans plusieurs pays qui sont très chauds aujourd'hui, on a mis sur pied des moyens technologiques d'irrigation qui font aujourd'hui que, vous soulevez souvent l'exemple de la Palestine ou d'Israël qui est un pays, voilà, qui est un pays désertique, mais qui aujourd'hui est très très développé en termes de technologie parce qu'il fait de l'irrigation moderne. Donc, lorsque les Ben Gurion sont arrivés en 48, il leur a fallu 6 mois pour procéder par l'irrigation justement pour... Aujourd'hui, ils sont devenus les maîtres en agriculture. Voilà. Ils sont dans une zone désertique. Et face au réchauffement climatique, quand même, on essaie dans le monde quand même des campagnes multiples pour le reboisement. Question de créer des forêts artificielles qui pourraient aider les forêts naturelles à pouvoir soutenir le réchauffement climatique et les changements, surtout la production de l'effet de serre. Sauf que au Cameroun, lorsqu'on détruit une forêt, je ne pense pas qu'on prend la peine à chaque fois de couper un arbre, qu'on coupe un arbre, de replanter un autre. Ce qui pourrait permettre à ce qu'au fur et à mesure que vous avanciez dans vos coupures, que derrière vous, il y ait des plantes qui poussent. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui, que même la forêt dans la région du Sud aujourd'hui est en train de perdre toute sa splendeur parce qu'elle est réduite à chaque fois, mais on ne prend pas la peine de construire. Et vous savez que même dans le monde aujourd'hui, il y a des guerres qui ont réduit beaucoup de forêts parce que les populations, pour s'installer parfois en période de guerre, s'enfuient vers la forêt et pour mieux s'installer là-bas, parfois détruisent certains espaces pour pouvoir vivre et survivre. Donc c'est quand même compliqué qu'on parle aujourd'hui de réchauffement climatique dans notre pays qui n'a véritablement pas une politique environnementale et qui aujourd'hui nous parle chaque jour d'espèces en voie de disparition sans jamais mettre sur pied un plan pour protéger les espèces. Même si on pense effectivement que le bassin du Congo est l'un des poumons de la planète aujourd'hui, il est aussi évident de dire, Karine, que nous subissons énormément en termes de coupe de bois en Afrique, notamment dans le bassin du Congo. Et le vœu aujourd'hui, c'est qu'on arrête peut-être de nous enfumer en nous faisant savoir que ce sont les entreprises, que l'Afrique peut être polluée, que non. Bon, parlons peut-être de pollution sur ces émissions de gaz à effet de serre avec vous, Dominique Audrey. L'Afrique ne pollue pas véritablement, mais l'Afrique subit aujourd'hui ces éléments, bien cette poussée du réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourtant, on connaît les grands pollueurs du monde, notamment la Chine, les États-Unis et même l'Europe aujourd'hui. Mais Monsieur Gachou, on ne peut pas véritablement dire que l'Afrique ne pollue pas. On peut simplement minimiser. Mais sachez que le simple fait de brûler des roues dans la rue fait qu'on pollue. Les nombreuses usines que nous avons dans la ville de Douala,
pollue également. Donc, chaque pays, d'une certaine façon, pollue. Et on a l'impression que le réchauffement climatique ne nous atteint pas, ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que ailleurs, la pollution des pays que vous avez cités, les États-Unis, la Chine, on voit chez eux les ouragans. Donc peut-être le fait de ne pas en avoir ici donne la sensation et l'impression que non, ça ce sont les choses des autres. Pourtant, l'élévation du niveau de la mer due à la fonte des glaces nous impacte considérablement et on le voit au niveau de la région de l'extrême nord là-bas avec de nombreuses inondations. On va même un peu plus loin dans la région de l'ouest. Il y a des endroits où l'eau commence criardement à manquer. M. Ngachou l'a évoqué, il a parlé également de la sécheresse, pas de la sécheresse, de la baisse de la productivité agricole. Moi, j'aimerais m'interroger sur le rôle même de l'observatoire comment on les appelle, climatique. Il y a un observatoire en réalité au Cameroun. Le changement climatique, voilà, l'observatoire des changements climatiques. Monsieur Ngachou, ces gens ont des prérogatives qui consistent même à éduquer les populations, mais jusqu'ici on ne les entend pas, on ne les voit pas. Je ne parlerai même pas des ministères parce qu'ils sont quasiment inexistants. Comment se fait-il qu'on ait un ministère en charge de la faune et de la flore et tout ce que vous voulez et qu'on observe comment le bois sort tous les jours, en continu, plusieurs fois par jour, et que personne ne dise rien? On a même envie de s'interroger sur la redevance même annuelle de cette coupe de bois-là. Est-ce que les populations même, aux endroits où on coupe, reçoivent quelque chose? Ça, c'est un autre sujet. Mais en cette situation, moi, je vois simplement une absence de volonté politique de prendre cette situation à bras le corps. Les régions du Nord ont besoin d'aide. On peut aider ces populations-là à ne plus subir. Je veux dire, on peut minimiser l'ampleur des dégâts qu'on voit là-bas lorsqu'il y a des inondations. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une inondation, Monsieur Ngachou, mais je vous assure je vous rappelle que je suis né dans l'inondation. Voilà. Ça veut dire que vous savez. Donc, on peut considérablement limiter les dégâts dans ces endroits-là. Vivre une inondation, c'est quelque chose de grave. Je crois qu'on devrait adapter nos différentes régions aux catastrophes naturelles, entre guillemets, qu'on peut avoir dans chaque localité. Il y a des inondations à Yaoundé, à Douala, pour ceux qui sont au niveau de Mvan. On l'a vécu avec le Fundi, même si ce n'était pas dû au changement climatique, mais vous êtes dans une maison, vous ne voyez même pas le toit parce qu'il y a l'eau. Donc on doit faire quelque chose pour cette population-là. Je crois que les inondations sont les plus graves qu'on subisse pour le moment encore ici, à côté des voitures qu'on continue d'importer, la casse qu'on continue de nous importer ici. Charles Hamel, il faut peut-être que cet observatoire des changements climatiques qui travaille soit quand même capable de nous rendre compte de l'évolution de ce changement climatique au Cameroun. Mais on se pose plus une question. On a aussi un centre de météorologie, je le crois, je le sais. Oubliez le centre là, pardon. Pardon, oubliez, je vous supplie à genoux, oubliez l'affaire du centre de Comment on peut oublier? Comment oublier? C'est une institution nationale. Ah d'accord. Vous avez combien de stations météorologiques? La dernière qui se battait à vivre, c'était celle de Njombe. Voilà. Vous allez voir que le pylône là qui... Alors on se demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour, premièrement, suffisamment sensibiliser les Camerounais sur l'évolution justement de cette du changement climatique? Est-ce que les ONG qui travaillent autour de tout ceci font un travail de qualité? Premièrement, l'État du Cameroun, qu'est-ce qu'il fait lui-même pour suffisamment sensibiliser les Camerounais? Le Cameroun est le pays dans la sous-région Afrique centrale qui a le plus fort taux d'ONG. Le plus fort taux d'ONG, qui servent à quoi? Au plaidoyer, ils vont vous dire qu'il faut... Mais c'est des organisations... Le Nord seul a la conseil de plus de 60% des ONG. Le Nord seul, ça a résolu les problèmes du Nord, de l'extrême Nord, M. Michel Ngachou. Vous savez, à l'époque du président Aïdio, il était imposé à tous les chefs de quartier, les chefs de village, les sous-préfets et les préfets de veiller en sorte que toute construction, toute nouvelle infrastructure ou investissement réserve une partie pour un verger. Ça veut dire qu'on descend, vous allez voir ici à quoi? Il y a certaines constructions à quoi vous arrivez, vous voyez encore une grande cour avec un oranger, un papayer, la maison est petite. C'était une obligation. Une obligation. Et les préfets veillent. Aujourd'hui, on a les préfets qui ne travaillent pas.
Les sous-préfets et préfets ne travaillent pas. Ils dorment. Je le dis, monsieur Michel Ngatsou. C'est le sous-préfet de veiller. Est-ce que la protection... Est-ce qu'on peut rattraper ça aujourd'hui? Que non. Vous voyez quel sous-préfet... C'est mal barré. Vous avez vu comment on chasse un sous-préfet devant certaines usines? Et que je parle à Yaoundé, toi c'est qui? Oui, on arrive à ça. Où le sous-préfet n'a pas de valeur, on lui dit que tais-toi, Yaoundé va t'appeler demain. Comme tu parles, parfois il est en train de te parler, le propriétaire te parle comme c'est Yaoundé. Yaoundé, monsieur, vous allez faire quoi là-bas? Je dis que patron, je m'excuse, patron, j'ai trop au bureau, oui. Il y a de nombreux sous-préfets. Mais lorsque, comment on va dire, ça vient d'en haut, qu'on vous dise que monsieur, vous avez le principe de pollueur-payeur, vous ne pouvez pas circuler aisément à Dakar, dans la zone de Brazzaville-Dakar. Vous allez recevoir des fines particules qui vont vous détruire parce que c'est des usines qui émettent, qui vont vous détruire les vêtements. C'est des usines qui émettent. Mais ces usines sont là. Ces usines sont là. Regardez la qualité de la brocante. On t'a mis sa brocante au niveau de la douane. Regardez la qualité d'appareil qu'on a au Cameroun aujourd'hui. Mais regardez, même la consommation énergétique, elle y a ça. Vous prenez des appareils énergivores. Vous achetez une grosse télé. La grosse télé seule vous bouffe sensiblement 40 à 60 kW. Un réfrigérateur. Parce que vous voulez vous montrer. Or, en Europe, ils sont passés au LED, aux appareils qui consomment moins. Ils vous ont envoyé tout ce qui consomme plus. C'est ce que nous avons. Regardez les voitures. Regardez les voitures. Regardez la qualité de voitures, les quantités. On s'en plaît. Il y a la qualité de la vie, monsieur Michel Ngatsou. C'était quelque chose qui tenait à cœur le président Ahidjo, le taux de létalité. On calculait nombre de morts de paludisme, d'un nombre de décès par choléra. On calculait la létalité due même à l'environnement. Est-ce que vous savez qu'ici à Akwa, je vous prends à Akwa, il y a des personnes qui vivent à Akwa, ici là, sans voir la lumière du soleil? Je dis à Akwa, même à Mobibo, il y a des gens qui vivent ici sans voir le soleil. Dans leur maison, vous dites bien. Dans leur maison, ouais. Parce qu'il y a des immeubles. Regardez, tout, on a occupé tout. Qui a dit, dans quel pays même? On a dit qu'en occupant le bord de la route, vous serez le plus vu. Mais regardez le Cameroun, le derrière d'Akwavit. Le derrière d'Akwavit, il y a des gens qui vivent avec un taux d'humidité. Ça tue, monsieur Michel Ngatsou. Ça tue. Les odeurs. Regardez la promiscuité. Si on avait un véritable ministère de l'Environnement, il y a beaucoup de maisons à Akwa, à Ndokpasi, à Mabanda qu'on allait casser. Parce que vous voyez des gens qui vivent. On a mis votre maison. Voici une maison que vous avez conçue. Derrière, quelqu'un vient construire. La vitre, votre fenêtre ici, on vient construire là. C'est comme ça qu'on vit au Cameroun. Rien n'est respecté. Regardez le Rwanda. Le principe vert. Quel que soit l'investissement, vous respectez le principe vert. Prenez toutes les images du Rwanda, vous allez voir le vert. C'est un principe. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas au Cameroun? Donc vous allez vous rendre compte qu'ici, on ne plante plus des arbres. Allez visiter la chute de la Lobé. Vous allez vous rendre compte que les chutes de la Lobé aujourd'hui, c'est un espace mort. Même la quantité d'eau, l'érosion, les roches, la beauté de cette zone au niveau de la Lobé. Et là, je peux interpeller Eko Roosevelt, qui est l'un des garants de la tradition, parce que chef de ce côté, il s'est plaint pendant longtemps. Les déversements et tout. Il a un sénateur de voilà. Donc il faut dire que le réchauffement climatique est là, on le vit. La preuve, il est en train de pleuvoir alors qu'il ne devait pas pleuvoir. Les changements climatiques est là. On ne sait plus quand planter, quand ne plus planter. Vous pouvez planter. Il y a échec parce que la plante ne se reconnaît pas. Trop de chaleur. Douane encore. Merci. Littoral. Merci Charlamel. Merci beaucoup Charlamel pour cette précision, mais surtout pour cette colère. Tout à l'heure, nous allons lire les réactions de nos téléspectateurs. Madame, Monsieur Macron, juste une pause. Restez avec nous sur 10-12, le Zénith. Bonjour Madame, Monsieur, merci de nous retrouver. Allez, on en profite pour saluer tous les Camerounais qui nous regardent du Sénégal ou encore les différents pays du monde qui nous regardent ce matin. Les Camerounais qui sont Sénégal, Mali, Gabon, Guinée équatoriale. Oui, Guinée équatoriale, effectivement, oui. Ils sont assez nombreux. Californie, le Tchad. Nebraska, Atlanta, oui. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le Mexique. Au Canada, merci, ils sont nombreux vraiment. Vraiment, merci. Ils sont plus proches du Cameroun grâce à Equinox Télévision. Oui, il faut justement rassurer. Il faut le dire que les gars sont plus concentrés désormais. Ils sont au fait, comme ils les aiment à le dire, des réalités. La preuve, vous voyez toutes les émissions d'Equinox, Equinox Soir et tout. Ils se battent
à intervenir. Ils ont des choses à apporter pour le Cameroun. Le régime en place s'est refusé à les accepter, mais ils forcent quand même la main à travers les différents médias, et notamment Equinox, pour apporter le meilleur, parce qu'ils ont des choses à apporter pour ceux qui sont ici. Ils sont Camerounais, ils sont fiers. Nous aussi, nous sommes Camerounais comme vous. Nous sommes avec vous et nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vos combats. Ensemble, on reconstruira le Cameroun. Madame, monsieur, bon retour. Deuxième partie, 10-12 le Zénith. Ouais, oui, d'accord. En même temps, envoyez-nous vos histoires. Mais Dominique, on dirait en même temps, il y en a qui se demandent histoire, mais quel est le canal par lequel on peut vraiment envoyer nos histoires? Par le canal de tout le monde. Oyanga avec Dominique Audrey officiel. Michel Ngachou, votre compte également. N'importe qui peut recevoir l'histoire. Tant qu'elle est complète, ça passe. Et surtout, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on demande de l'argent, on ne demande rien du tout. C'est gratuit. Nous sommes payés pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, rassurez-vous, madame, monsieur. Vous pourrez également nous envoyer vos histoires, partager avec nous vos réalités et permettez bien évidemment aux Camerounais de vous sentir de l'endroit où vous êtes. Et d'ailleurs, Minneapolis aussi, on a eu des réactions des Camerounais qui nous demandaient encore hier pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté un temps soit peu sur l'affaire George Floyd. On a rendu hommage sur ce plateau à George Floyd. Peut-être vous n'aviez pas pris le temps de nous écouter, mais on a rendu hommage à ce brave citoyen américain. On a eu la veuve, la femme qui a perdu son bébé. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas allumer un générateur pour une personne, on ne les a pas vus. On a eu Kouma Tekelvin. Notre jeune frère qui a été tué à Bafoussa. Ce qui a été tué à Bafoussa, on a des problèmes. La femme qui a perdu ses 4 bébés. Ses 4 bébés, on a des problèmes. On a plein de Floyd. Peut-être qu'ils auraient bien voulu qu'on fasse un Ramdam autour. Aujourd'hui. Et voilà. Donc il y a Boazizi, effectivement. Il y a Ouazizi, comme Karim le dit à l'instant. Il y a Ouazizi. Et on se rend compte que très peu de personnes aujourd'hui n'ont même pas changé ne serait-ce que leur photo de profil pour montrer justement le fait qu'on soit choqué, qu'on soit touché. Et c'est assez dommage. On n'en parle même pas sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui réussissent quand même à vous dire qu'il a dû faire quelque chose pour mourir? C'est les Camerounais. Ça ne se prend plus de toutes les façons. Mais ensemble, rassurez-vous que même s'il y a un lavage de cerveau, nous allons relaver le cerveau pour que chacun se retrouve. Rassurez-vous. Allez, Karine Santia, on va prendre bien sûr les messages avec vous ce matin. Je pense que le gouvernement camerounais se doit d'établir une politique environnementale avérée de laquelle seront déclinés des objectifs mesurables et pertinents. Par la suite, doivent être mis en place les aspects communication et sensibilisation aux bonnes pratiques de l'éco-geste. Agissons sur les causes, c'est le plus important. Félix Ngendomba qui nous a écrit ce matin. Un autre message. Pour ce qui est du changement climatique, je dois dire que l'administration des eaux et des forêts a un peu failli. Rendez-vous dans les villages et vous constaterez que les cours d'eau perdent chaque jour leur couvert végétal que sont les raffias. Ceci à l'indifférence des autorités compétentes. Dans les villes, les zones marécageuses sont de plus en plus sollicitées pour les constructions et ceci à la grande indifférence des autorités. C'est Ali Alané Mongor qui nous a écrit ce matin. Oui, bravo, bravo. Alors, un autre message ce matin maintenant concernant l'histoire du jour. Alors, je préconise que ce problème soit porté aux chefs des deux familles et ils régleront cela selon nos coutumes et traditions. Un autre message. Alors, mais si vous permettez, généralement, quand une situation chez les Bantous arrivait à un niveau, on cherchait une zone tampon. Chez les occidentalisés, aujourd'hui, on peut dire, les deux familles disent, ok, on vous donne un temps, on donne à l'homme, à la femme un temps de probation. On demande à l'homme de chercher une maison en location. Il paye, il équipe, il loge la femme à l'intérieur. On observe, la famille observe et voit les mesures. Et la femme va y passer une semaine, l'homme va y passer une semaine. On observe la vie. Vous croyez que ça peut se faire aujourd'hui, cher ami? Mais si vous louez une chambre, vous laissez la femme. Vous la laissez. Oui, c'est la famille. Et vous partez. C'est la famille qui décide. C'est la famille qui décide. On crée une zone tampon. Vous voulez vous réconcilier, vous voulez vivre, la femme aime. Ok, on crée la zone tampon et c'est vous qui payez l'homme. C'est à votre charge et on observe. On observe au moins de cris. Pendant un an, on peut vous laisser 1 an, 2 ans, 3 ans. Au moins de cris de la femme, on rompt et la famille continue avec le reste. On vous désengage.
Le message, Karine Santia. Le Cameroun, pays de la diversité, est aujourd'hui victime de conséquences liées au changement climatique parce qu'en amont, il y a un problème de conscientisation et de minimisation des conséquences. On estime qu'on ne pollue presque pas, pourtant les faits conséquents en disent le contraire. Toutes les institutions en charge de l'environnement ne servent presque à rien. Alors, oui. Un autre message ce matin. Alors, la dame devrait attendre son mari dans la chambre pour régler leurs problèmes. Très important. Là, c'est Chanceline Labelle, le coca. Je pense que c'est pas ça l'histoire de ce matin. En tout cas, par rapport à l'histoire du jour, pour moi, qu'il arrive qu'un homme ne doit pas, quoi qu'il arrive, un homme ne doit pas porter violence physique sur sa femme et encore moins devant les enfants ou presque ou ses propres amis. Et si cela persiste toujours, je ne pense pas que c'est en restant sur place et à bouche muette que la situation changera. Autant faire un rétropédalage vers la famille, le temps de stabiliser la situation si le mari peut prendre conscience. Il est inadmissible, n'oubliez pas aussi une chose. C'est facile de dire que sors de la maison, tu vas dans la famille. Aller dans la famille, c'est un coût. Il y a un coût. Beaucoup de jeunes femmes qui ont fait généralement les retours, les 2-3 premières semaines, on vous accueille, on est content avec vous. Oui, il a frappé. La 3e semaine, on commence à dire, madame, vous consommez l'eau. Vous consommez l'énergie. C'est pour ça qu'il faut travailler. Il faut payer. Non, on se retrouve à cela. Permettez-moi. C'est pas le travail. Vous voulez sauter rapidement parce que vous croyez que je vous ai tendu une pêche. Allons-y, Sarah Mel, expliquez. Donc, il faudrait, on commence à dire non, il faut payer, il faut faire. Ça commence d'abord par l'appel. Vous faites venir les membres. C'est un consensus qui vous sort de la maison. C'est un consensus. C'est pas vous qui partez de la maison. C'est le consensus familial. Les deux chefs de famille qui estiment que, étant donné que là, il ne peut pas avoir de paix entre vous deux, étant donné qu'on se rend compte qu'il y a des tensions, nous vous conseillons de vous séparer. Ma fille, fais tes affaires, je te prends chez moi. C'est comme attendez le consensus et faites-vous décapiter. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire, Karine? Est-ce qu'ils ont sollicité le consensus? Attends, si devant le consensus, on gifle sa femme, devant sa famille, il gifle sa femme et sa famille ne dit rien. On ne fait pas le si, on ne fait pas l'histoire avec c'est ce que l'histoire nous dit. Non. C'est l'histoire a qui nous dit posé ce le matin. problème et demande des conseils. On vous donne les hypothèses possibles. D'abord, nous sommes écœurés du fait que vous, aujourd'hui, vous enlevez la famille dans l'organisation du mariage. Vous enlevez la famille. Et justement, la conséquence de ça, c'est que vous vous retrouvez à deux. Et à deux, il y a des situations que vous ne pouvez pas gérer. Autant l'homme que la femme. C'est ce que nous disons. Et on apprend. Parce qu'il faut Pourquoi pas vous voulez les conflits? Nous non, ne c'est sommes pas pas le dans conflit. C'est pas le conflit. Parce que même l'homme, dites avant autant de mieux. gifler sa femme, Non, peu importe ce qu'elle Nous a ne sommes fait. pas là. Je dis, L'homme et la femme. même pour arriver à là, quand la femme vous fait quelque chose, vous pouvez aussi chercher le consensus. Au lieu de frapper d'abord sur elle pour qu'elle court chercher le consensus. C'est pour cela que nous ne sommes pas hommes-femmes. Nous sommes dans le mariage. Le mariage, c'est bien homme-femme. Nous ne sommes pas homosexuels. Donc, ça veut dire quoi? On vous dit, prenez les problèmes dès la base. Dans la base, qu'on vous apprend que ces problèmes-ci, vos grands-parents, nos nouveaux parents, nous les avons trouvés. Voilà les problèmes possibles. Et autre chose que on ne dit pas et qu'on ne fait pas aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est l'hypocrisie totale. Et j'aime bien quand Dominique Audrey utilise ça. À notre époque, dans l'école du mariage, qu'est-ce qu'on supporte? La famille vous dit, ma fille là, ne la voit pas de Gengandé là, elle est très rangée. Elle parle, mon fils, il est beau, mais quand tu l'énerves, il peut tuer. Comme ça. Il peut tuer. Et pendant votre période de fiançailles, on vous teste. On vous teste. C'est même la maman du garçon vous dit, ma fille, comme tu vois, bon, ton mari va arriver, la fesse-ci. Tu vas voir la réaction. Tu vas voir la réaction. Mais vous, aujourd'hui, vous pouvez faire 1000 ans. Parce qu'il y a des histoires qui nous arrivent ici comme ça. Ils ont fait 3 ans de fiançailles. Vraiment, tout allait bien. Aujourd'hui, 6 mois seulement à peine. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas fait de fiançailles. Madame, monsieur, rassurez-vous, on apprend tous les jours sur ce plateau. Ce qui est formidable, c'est que lorsqu'on écoute Mbombo Mbengan, qui, rassurez-vous, a une expérience du mariage, la main va bien en passant? Oui, très bien. Tout à fait. Il cherche. Moi, on me demande de chercher une petite. C'est le peuple qui lui recommande de chercher.
quelqu'un qui vient la remplacer. Vous voyez, donc, c'est voilà, le moment monsieur qui me Michel répond, c'est Gâteau, pas vous moi. voyez une causerie entre le père et sa fille. Elle vient dévoiler sur le plateau. Lui-même le dit ici. Vous voyez Lui-même le dit ici. Qu'est-ce que j'ai exposé là Bon, pour le monsieur maman Bachou? a été au Mbok, elle sait ce que le Mbok Lui-même recommande. l'a déjà dit. Voilà. Non, c'est Lui-même l'a déjà dit. Qu'il est déjà en train de chercher une pénible. C'est elle là-bas. Je n'ai rien inventé. C'est va bien. Elle peut me surprendre. C'est va bien, c'est correct. Pourquoi vous là toujours nous victimiser? C'est va bien, c'est correct. Vous avez l'impression, une non, fille c'est ne pas dévoile l'impression. pas le secret de son père. Quel secret que le C'est père lui-même a un- déjà vous l'avez dévoilé? amené Le à- père lui-même a déjà Vous dévoilé. l'avez c'est bon. amené à développer. Lui-même Permettez, a Apprenez dévoilé. que quand on vous donne un Dévoile secret, de un secret, gardez-le. Ça va Vous bien. êtes toujours secret. dans la posture de victimisation. Pourquoi est-ce qu'on victimise la femme? La femme est Ah victimisée. non. On Monsieur peut vous Bachou. mettre Charles dans Hamel, votre Moi, rôle. mon Carnet ne le Santia. cache pas. Moi, Charles- on ne l'a jamais caché. Charles Hamel et Jamais Karine qu'on l'a Santia. caché. Pourquoi vous voulez qu'on cache? Vous avez parlé de victimisation. C'est pour ça que je dis que les femmes qui passent le temps à dire victimisation. Charles Hamel. Mais c'est des femmes qui proposent. Charles monsieur, Hamel. monsieur Michel Gâteau, c'est Charles une Hamel. expression que j'entends trop. Que Charles Hamel, vous êtes toujours en train de vouloir victimiser la C'est femme. à moi que vous Mais répondez. Vous savez employer cette expression maintenant et c'est la raison pour laquelle je rebondis. Dire à la femme que vous êtes le centre du monde et que lorsqu'il y a une faute, c'est à la femme qu'on regarde. On entre dans une maison, c'est la femme qu'on voit. Un enfant est malade, c'est la femme qu'on voit. Le mari est mal habillé, c'est la femme qu'on voit. Le mari maigri, c'est la femme qu'on voit. Une femme qui a une dent cassée, c'est la femme qu'on voit. On la tape Bon, quand même. en tout cas, rassurez-vous, madame, monsieur. D'aucuns nous disent souvent qu'on va finir au commissariat. Non, on va finir ce plateau. On ne sortira pas d'ici. Vous voyez pourquoi on axe désormais l'éducation au mariage aujourd'hui. C'est Vous très voyez important. pourquoi on a évité de répondre au pourquoi. C'est très on est important. sur le comment. Parce que C'est- toutes les femmes aujourd'hui, il y a un souci d'école du mariage aujourd'hui. Il faudrait que les jeunes filles rentrent à l'école. Lorsque vous dites X, elle a Z. Et elle espère que vous allez vous comprendre. Jamais. C'est pour ça qu'on a 470. Est-ce que c'est ce qui amène un homme à avoir 4 les hommes 6 les femmes femmes se marient seuls. Oui, Il n'y a parce que que les nous, on femmes n'est qui pas doivent aller à hypocrites. l'école. Regardez, le vraiment. Covid-19 a fait en sorte qu'il y a des bastonnades dans les foyers en Occident aujourd'hui, appelle. Ouais. Et avant les bastonnades, il y avait des divorces, comme je ne pouvais pas imaginer. Parce que là-bas, justement, il n'y a pas d'école du mariage. Oh là là. Et nos filles copient ça L'école, là, sans c'est pour eux. savoir que... Merci, Bon, merci on à est vous, bon. merci, chers messieurs et dames. Allez, on va progresser dans ce programme ce matin, madame, monsieur. Allons savoir ce que nous réservent les réseaux sociaux ce matin. Karine Santia, la revue, c'est avec vous. Oui, le premier sujet notamment de la revue des réseaux sociaux concerne l'OMS qui relance les effets sur l'hydroxychloroquine après une mise en garde de Lancet. Il y a 10 jours, le Lancet a rendu public une recherche montrant des risques importants pouvant conduire à la mort suite à la consommation de l'hydroxychloroquine pendant le traitement du coronavirus. Sauf que l'OMS, après cela, avait interdit l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus. Et l'OMS vient de se refaire ou de se redire par rapport à cela et de changer la donne en informant notamment que de nouvelles recherches sont en train d'être faites pour notamment confirmer l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus. Vous voulez bien qu'on écoute Dr Didier Raoult Oui, pourquoi à l'occasion. C'est dégradé, mais aussi bien dans le Lancet que dans le New England, qui a publié une autre étude aussi fantasque de la même équipe de Pierre Niclé, le British Medical Journal, qui fait enlever tous les tests significatifs en faveur de la chloroquine dans un article, et dans un autre article, fait par un méthodologiste célèbre, qui était aussi celui du Mediator, refuse d'analyser le fait que l'association hydroxychloroquine plus azithromycine est plus efficace que tous les autres traitements prévus. Donc il y a une espèce d'emballement dans lequel l'opinion devient plus importante que la réalité scientifique. Les méthodes servent à démontrer qu'on a raison, quelle que soit la situation, et à la fin, on oublie tout ça, c'est qu'il y a des vrais docteurs qui voient les malades, qui les analysent. Ici, pour faire ce travail sur 3700 personnes, il y a eu entre 250 et 300 médecins, pharmaciens, internes, étudiants en médecine. Il y a eu 100 médecins bénévoles qui sont venus nous aider à téléphoner aux gens qui étaient positifs parce qu'on a fait 150 000 tests pour 54 000 personnes ici.
On avait 100 étudiants qui étaient là. Merci beaucoup Karine Santia, on l'a bien suivi aujourd'hui, l'hydroxychloroquine est repassé à l'essai, 48 heures seulement après, on a dit pratiquement 72 heures, mais ça allait très vite et hier soir encore dans le cadre du 20h sur les antennes d'Equinox Télévision, nous regardions avec beaucoup d'appréciation le décryptage que nous faisait le docteur Didier Raoult, démontant d'ailleurs l'article du magazine britannique de Lancet qui a tenté tant bien que mal de prouver que l'hydroxychloroquine n'était pas appropriée pour des personnes atteintes de Covid-19, que non, aujourd'hui, l'OMS est revenu sur ses pas. Mais maintenant, on revient peut-être avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. L'hydroxychloroquine, oui, effectivement, on rentre bien évidemment en essai. Ben, on a des malades de Covid-19 au Cameroun. Est-ce qu'on peut nous dire finalement ce qu'ils prennent? Vous, au moins, vous avez pu détecter quelque chose pour nous? Non, monsieur. Mais je n'ai pas de réponse à votre question. Vous savez comment je fonctionne, non? Puisqu'en même temps, on aurait bien voulu. Hein. Est-ce que vous avez au moins suivi un protocole entre-temps? On vous a dit que j'ai guéri du Covid-19, voilà ce que j'ai pris. Personne ne vous a rien dit jusqu'à présent? Non. Les seuls contacts que j'ai avec les personnes atteintes de Covid, ce sont celles qui se plaignent de débourser de l'argent, alors que le traitement est censé être gratuit. Quand j'ai dit ça, moi, je vais vous dire pourquoi j'envie Madagascar. Hein. Parce que Madagascar, aujourd'hui, vraiment, ne se farcit pas de tout ça. J'ai l'impression que le Cameroun est en train... Vous avez à jouer en Ndoshi. Vous savez qu'il y a une personne au milieu, on lance des balles, vous êtes en train de courir dans tous les sens. Non, arrêtez la chloroquine. Oui, reprenez la chloroquine. On a la possibilité d'avoir les solutions au Cameroun. Excusez-moi si je n'ai pas envie de parler de ce qu'ils ont décidé de faire ou de ne pas faire, parce que pour moi, le Cameroun doit pouvoir trouver sa voie dans cette histoire. Arrêtons un peu d'être manipulés, vraiment. Pour moi, ça me passe complètement par-dessus la tête parce que je sais qu'il y a des personnes, notamment le docteur Cléda, vous en avez reçu des médecins également dans votre émission, qui ont proposé de tester même le produit sur les malades pour que leur protocole soit avéré, mais jusqu'ici, rien n'est fait. Donc, s'ils veulent faire comme ils veulent, qu'ils fassent là-bas, mais vraiment, moi... Devrait-on continuer à faire confiance à... je ne dis pas qu'on ne devrait pas hein, par rapport à la chloroquine, mais est-ce qu'on doit continuer à faire confiance à l'hydroxychloroquine? Un jour on enlève, comme Dominique le dit, un jour on enlève, un jour on réadmet. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Pour nous, Camerounais, c'est important. Il ne faut pas faire confiance à la médecine dite moderne, si vous voulez. Maintenant... Parole du Mbombo. Oui, maintenant, il y a des gens qui meurent. Comment sauver ces gens? Nous disons que la médecine dite moderne a les formules, notamment pour le cas qui nous concerne, la Covid-19. Il y a 3 éléments qui permettent de combattre cette maladie. Un antipaludéen. Apparemment, ils ont pris la chloroquine, qui est une molécule synthétique. Il y a un antibiotique. Ils ont pris azithromycine et la vitamine C. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme vitamine C? C'est l'aspirine 500. Peut-être ne veulent pas qu'on dévoile ça, mais on va le dévoiler. Or, nous savons, pour répondre à votre question, que la chloroquine est une molécule synthétique découverte en 1934 par un Allemand, Andersat. Et ça a été commercialisé sous le nom commercial de Résochine. On l'a adopté pour traiter le paludisme en 1947. Et face à la résistance du plasmodium, on l'a retiré. On le retire pourquoi? En fait, le problème, c'est là où la manœuvre commence. Nous avons le quinquina, parce qu'ils ont la quinine. Nous avons le coquemot. Le coquemot qui soigne le palu. L'un entre autres, il y a le coquemot, il y a l'artémisia. Ces deux... Si on avait vraiment les pharmaciens, c'est là où je les accuse et je regarde l'ordre des médecins du Cameroun. Ils savent ça, mais quand ils vont à Paris, à la faculté de médecine de Montpellier, de Paris ou de ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent? En réalité, ils devraient revenir aujourd'hui. Ils savent que nous avons le coquemot, nous avons l'artémisia qui peut enlever le plasmodium dans le sang. On va donc faire comment pour que le dosage qu'on reproche en Mbombo et à l'association des sorciers du Cameroun, de ceci, de cela, que eux alors ils viennent
avec les tests, puisque nous les avons envoyés à l'école des Blancs. Qu'ils viennent là-bas avec ce qu'ils ont appris, comme ça, mais qu'ils ne viennent pas faire des répétitions. En faisant dire que, ah oui, mais la potion que Mbombo vous donne là, ça va lui faire le foie, ça va vous torturer, ça va vous... Non, c'est pas possible. Mais on se demanderait aussi que, mais est-ce que ce que vous proposez, est-ce que ce que les chercheurs camerounais du moment proposent, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Quand même, c'est une liberté de se poser cette question. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans le traitement du paludisme, j'ai dit il n'y en a pas. Il n'y a pas d'effet secondaire. Maintenant, quelle plante nous utilisons comme antibiotiques? Il y en a le mandier, il y en a beaucoup. Les kentek, il y a beaucoup de choses. Nous, quand nous prenons ça, nous donnons à leur pharmacie, à leur, comment vous l'appelez ça, leur laboratoire, le professeur Chumbo, qui était l'ancien recteur de Yaoundé 1. C'est à lui donc de regarder, de vérifier, de dire que le dosage que les thérapeutes camerounais donnent là est nocif jusqu'à tel niveau. Le dosage n'est pas bon ici, n'est pas bon là. Malheureusement, rien n'est fait. Rien n'est fait. Même le citron aussi, qui est de la vitamine C. Comment devrait-on faire pour extraire la vitamine C à plusieurs niveaux d'étalage avec le citron? Merci. Maintenant, le miel et le citron peuvent couper la toux. Voilà, donc nous avons une kyrielle de propositions, mais pour revenir, pour terminer dans leur chute, en fait, les scientifiques de Paris ont vu que le Didier Raoult progressait dans le truc. Il ne faut donc pas qu'il prenne un prix Nobel là, pour avoir découvert le premier un certain nombre de choses, parce que dans leur protocole, ils ont enlevé Madagascar, ils ont enlevé le Bénin, d'accord, qui reste avec eux. Mais le problème qui se pose, c'est ça. Le problème. Maintenant, qui doit avoir l'assentiment des États-Unis qui menace de quitter l'Organisation mondiale de la santé? Voilà le problème. Dans une autre vie, dans les cercles du monde, du journal Le Monde diplomatique où j'ai appartenu, cette guerre des firmes pharmaceutiques existe toujours. Mais fait quoi, la Chine les a battus. Parce que justement, la Chine est venue avec les molécules africaines. Et Didier Raoult est combattu parce qu'à Marseille, il travaille beaucoup avec les chercheurs africains. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas en parler, mais c'est ça le vrai problème. Très bien. Resterons au niveau du Cameroun. Charles Hamel. Resterons au niveau du Cameroun. Demandons-nous le requin. Monsieur Michel Ngachou. Oui. Avant qu'on ne parle de tout ça, on savait que quand on avait le paludisme, on prenait les feuilles de papayer, les feuilles de prunier, les feuilles de manguier, on jetait dans une marmite, on faisait bouillir, on prenait le mblangui. Bien sûr, la grande couverture. On jette le mblangui dessus, on aspire, on transpire. Lorsque vous enlevez, vous prenez un bon cire de colon. Plantain malaxé avec des haricots. Vous buvez, ou alors vous prenez le macabo tourné. Le macabo tourné, là, vous consommez le bouillon de ça. Vous allez vous coucher le matin à 6 heures. Même le Kounze ne pouvait pas vous battre à la course. Je dis le matin, même les Kounze ne pouvaient pas vous battre. Alors, quand vous venez aujourd'hui, on a commencé avec la quinine. On a eu le Kinimax. On est parti avec l'Artequin. L'Artequin, 600 par 700. On a retiré tout cela du marché. Je vous dis que l'affaire que vous voyez là, c'est je demande aux gens qui nous regardent, frappez sur Internet Mefloquine. C'est la Mefloquine, c'est cette molécule-là qui tue le coronavirus, la Mefloquine. Et c'est contenu dans Artequin 600 par 700. Uniquement, on avait retiré ça du marché. Il y a quelques officines encore qui commercialisent. Ils sont en train de voler par tâtonnement. Enlevez. Non, remettez. Non, on n'est pas d'accord avec Covid. Non, on est d'accord. Non. La politique par tâtonnement est plus dangereuse. Elle est plus dangereuse, monsieur Michel Ngachou. Je sais aujourd'hui, j'ai pris un médicament. Vous voyez, depuis plus d'un mois, j'ai des soucis avec mes cordes vocales. Parce que, ayant eu une grippe, monsieur Michel Ngachou, je suis allé en formation, on m'a prescrit un médicament. J'avais un début de tout, on envoyait. Ce médicament allait enrayer mes cordes vocales. Vous voyez, parce que j'ai voulu suivre un temps fois peu, la science a enrayé mes cordes vocales. J'ai des difficultés depuis, je suis sur un autre traitement traditionnel. Donc c'est pour vous dire que vous qui pensez aujourd'hui que la médecine... Et j'avoue que ça amélioré, hein. Oui, mais parce que on a les produits naturels, les produits traditionnels ont plus d'avance que ce qu'on a de nous proposer. Vous parlez de la question de... vous avez dit tout à l'heure, monsieur Michel Ngachou, que les effets secondaires... Oui. On vous a parlé des effets secondaires de l'ibuprofène.
Voilà. Est-ce qu'on vous a parlé de l'effet secondaire de l'ibuprofène? Lisez toutes ces notices, vous allez vous rendre compte qu'il y a des médicaments que lorsque vous prenez, les palpitations peuvent vous tuer. Les palpitations cardiaques peuvent vous tuer. Je viens de prendre tel médicament, vous le trouvez de consommer la banane. Non. Il est temps qu'on crée l'Union africaine. Je dis le Covid nous permet de créer l'Union camerounaise même de la médecine. Est-ce que les Africains ont les mains libres? Oui, les Africains ont les mains libres. Il y a quelques zélés. Mais si vous lancez ne serait-ce que l'Union africaine anti-Québec, on va dire que c'est plus grand. Je le dis ici à Mondovision, il y a des gens qui se sont fait passer pour des patients, qui sont allés rencontrer le docteur Tazon, qui sont les malades atteints de Covid, ils sont allés le rencontrer. À l'arrivée, ils ont sorti l'arme en disant qu'on va l'arrêter, on va le menotter, il est qui pour venir gâter le business des gens. Oui, je vous le dis. Pareil pour le docteur Jimmy, oui, je vous dis qu'aujourd'hui c'est devenu une guerre. Je vous l'avais dit, discutez avec les pharmaciens, désormais les produits ne sortent plus. Les produits, les antipaludéens ne sortent plus parce que les gens achètent désormais les compositions pour se soigner. C'est la révolution. C'est quoi cette méchanceté? Je veux comprendre. On ne peut pas avoir quelqu'un au Cameroun. Parlons du docteur Tazon dont vous faisiez. Même Bambok ici présent, c'est pas parce qu'il ne veut pas en parler. Oui, même Bambok lorsque vous suivissez les menaces, parce qu'on dit que vous soignez le corona et votre patient témoigne qu'effectivement on a été soigné à travers votre médicament. Le protocole qui soigne, on vous l'a remis. Vous n'en profitez pas. Vous ne permettez pas. Mais c'est quoi cette méchanceté? Comment on comprend ça? C'est un gombo. C'est un gombo. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Michel Ngachou? Notre État a signé des conventions avec l'OMS. Voilà. Notre État a signé un ensemble de choses en disant vous avez l'exclusivité de commercialisation sur nos terres. Vous sortez, vous êtes inquiétant pour gâter le business. Il y a des gens qui, chaque fois qu'on sort, les délégués médicaux en savent mieux que moi. Lorsqu'un médicament sort, ils descendent dans les pharmacies. Par médicament qu'on prend dans une pharmacie, le gars, c'est commission. C'est un business terrible qui se passe derrière. Vous arrivez aujourd'hui, vous dites que vous avez soigné sur les ondes des médias 200 personnes. Vous qui? Laissez-les mourir. C'est notre médicament qui doit soigner. C'est ce même gars qui est transposé aujourd'hui entre l'OMS, entre le professeur Didier Raoult. C'est la même guerre qui se passe aujourd'hui avec nos différents antibiotiques. Regardez qu'au lieu que le Premier ministre reçoit les phytothérapeutes, il reçoit Monseigneur Cléda. Oui, on accepte. Bobok nous a dit c'est parce qu'il ne peut pas bagarrer avec l'église catholique, c'est parce que on a préféré se protéger. Mais pendant ce temps, on laisse, le chef de l'État a reconnu les valeurs, les acteurs endogènes. Les contributions du secteur. Oui. On les laisse à la merci des brigands afin qu'on... Aujourd'hui, le docteur Tazon a dit je ne soigne plus. Il a disparu même d'ailleurs. Il a fermé boutique, il a disparu. Les autres sont disparus. Et ceux qui sont malades, nous sommes à 6 000 poussières de cas. Il faut dénoncer. Pourquoi le ministre Madeleine Tuenté ne reçoit pas tous les phytothérapeutes? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas la composition alors qu'ils ont donné le protocole? Travailler sur ces protocoles pour sortir des produits. Donc, il y a le business, le gombo est plus fort, monsieur Michel. C'est assez compliqué quand même. Et quand l'OMS arrive chez vous, on vous donne des voitures. On vous donne des voitures, on vous donne des chauffeurs, on vous donne du carburant d'appui. Vous pensez qu'on va laisser aller faire des campagnes? C'est assez compliqué. Merci beaucoup, cher Lamel, pour cette précision. Mais il va falloir qu'on se regarde droit dans les yeux. Madame, monsieur, qu'on vous rassure que les forêts sont les nôtres. Qu'on vous rassure en même temps que la plante est naturelle. Qu'on vous rassure que le talent, il est inné. Il y a des gens qui ont les connaissances qui sont innées et qui sont retransmises de génération en génération. Mais oui. C'est choquant de savoir qu'aujourd'hui, un monsieur comme Dr Tazon, qui se met à soigner les Camerounais, et que vous trouvez à le menacer. D'ailleurs, on a rencontré un papa qu'on a reçu ici, dans le cadre de notre émission de radio. Et il y a le docteur Dimi aujourd'hui qui dit soigner le coronavirus. Et il y a même le docteur Hobson qui est allé jusqu'à nous proposer, Charles Hobson, qui est nous proposer des bonbons Corona. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que le ministère chasse parmi ces individus ceux qui sont des charlatans, on les met à côté, on récupère ceux qui peuvent et on met à la disposition des gens. Mais les gens, monsieur Michel Ngachou, dans la tradition, est-ce que vous savez que l'adjoint d'un chef est décédé, on l'a enterré à Mabanda? Dans la tradition, ça ne se fait pas qu'on enterre, on délocalise. Nous sommes en train de perturber le système traditionnel parce qu'il y a de nombreuses personnes qu'on est en train d'enterrer dans une zone alors qu'ils n'ont pas le droit d'y figurer. Vous ne savez pas ce que ça va créer après. J'imagine les coutumes par la suite. Oui, je dis que vous n'imaginez pas ce qui va se passer par la suite. Et que nous avons des gens qui peuvent soigner parce qu'il y a un combat entre l'OMS et les gombistes.
Attendez, qu'on empêche que les gens soient guéris. Allez, madame, monsieur, merci. Ce sujet est très, je vais commenter sur les réseaux sociaux. Karine Santi, avec vous pour la suite de cette revue des réseaux sociaux sur nos antennes. Oui, décès du journaliste Samuel Ouazizi encore, déploiement de ces violences-là sur la toile. C'est allé avec beaucoup de commentaires, les sorties des hommes politiques, Kawala, Anissé Kané, Maurice Kamto, Maître Ndoki, et qui ont fait des sorties pour condamner cette violence-là qui est encore observable au sein de notre société et la société civile aujourd'hui qui devrait aussi prendre à bras le corps. Aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a un collectif, plus jamais de Samuel Ouazizi, qui est né notamment pour demander aux autorités de faire la lumière sur ce cas. Une lumière est importante, une lumière est urgente, il faut absolument l'éclairer. On a eu le cas des massacres de Ngarbou récemment, et même si le rapport d'enquête semblait être entre guillemets erroné, mais au moins on a eu un rapport d'enquête, mais on a eu un communiqué par la suite. Aujourd'hui, c'est un journaliste qui tombe. Ça peut être moi, Michel Ngachou, demain, ou Charles Amel Mbathiou sur ce plateau, pourquoi pas Karine Santi ou Dominique Audrey, peut-être Bomba Mbengan aussi, on ne le souhaite pas. Ça peut être l'un d'entre nous. Est-ce que le Cameroun restera comme ça, les bras croisés? Que disent les journalistes? C'est vrai, on a vu le syndicat national des journalistes du Cameroun se lever par la voix de son président dénoncer. Il n'y a pas que lui. On a vu également les organisations, les organismes non gouvernementaux aujourd'hui dire crier effectivement et dire non pour cette attaque, mais on a peur en fait que les Camerounais aujourd'hui se lèvent et qu'on vive certainement ce qu'aujourd'hui les États-Unis sont en train de vivre. Est-ce que c'est pas est-ce que ça ne peut pas pousser les Camerounais à descendre la rue, ce qu'on ne veut pas sur la même battue? Monsieur Michel Ngachou, vous oubliez de préciser que l'exclusivité était Equinox encore. Parce que ça, c'est important de préciser, parce que Equinox, en déclarant aux 20h de Cédric Bouffélé, M. Michel Ngachou, c'était aussi une responsabilité que prenait la chaîne sur elle, comme pour Ngabou, de prendre sur elle, de dire aux dernières nouvelles. C'est une responsabilité qu'il ne faut pas enlever. Elle est forte, elle est respectable. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va donner l'impression que c'est un syndicat, c'est X et Y. Non, la primaire, c'est Equinox qui allait encore collecter, enquêter pendant que les gens étaient dans le tâtonnement. Les journalistes, avant ça, on a eu, à une certaine époque, on a eu les Pius Ndiaye, on a eu les Sévérin Tchouke. C'est pas aujourd'hui qu'on menace la presse, monsieur Michel Ngachou. Ce n'est pas aujourd'hui que les journalistes sont handicapés. Le dire, c'est comme si ça commençait aujourd'hui. On a eu le cas de Bibi Ngota, on a eu le cas de Baba Wame. Ils sont nombreux. Et il y en a même qui aujourd'hui sont encore incarcérés dans les prisons camerounaises. Lors de la célébration de la journée mondiale du journalisme aux internationaux. Le 3 mai dernier. Voilà. Vous avez vu Madagascar libérer tous les journalistes. Pour célébrer ça, on a dit on libère tous les journalistes incarcérés en disant nous prenons une réflexion sur la question, on essaie de l'améliorer, la gestion. Donc j'estime qu'au Cameroun, monsieur Michel Ngachou, c'est une guerre les journalistes devraient avoir de haute lutte. Nous avons des responsables du parti au pouvoir qui jamais ne daignent se présenter. Ce n'est pas aux communicants du RDPC d'être sur les plateaux, c'est aux ministres de la République d'être sur les plateaux pour répondre de leur gestion. Mais ils envoient des individus sur les plateaux qui ne maîtrisent rien, qui mentent comme ils respirent, qui balbutient sur les plateaux. Le journaliste, lorsqu'il va à la collecte de l'information, c'est des portes qui sont fermées, c'est des trucs qui sont biaisés. Il faudrait qu'ils voient à leur niveau aussi pour établir. Le journaliste a besoin d'informations, il a besoin des faits. Mais lorsque vous avez des ministres, vous avez des députés que vous appelez pour venir sur un plateau défendre leur politique parce que élus de la nation, et quand vous avez des individus qui vont venir vous dire que la Sanagakou, la Garoua, mais franchement... Bon, Bengan, le décès aujourd'hui de Samuel Ouazizi interpelle au plus haut niveau la responsabilité même du chef de l'État quant à la protection des journalistes, quant même au respect même de la démocratie, pour revenir peut-être sur la liberté d'expression et même la liberté d'opinion. Est-ce qu'on ne dira pas que on a tous peur qu'il escalade lorsque chaque jour on remue le couteau dans la plaie avec ce énième décès? D'abord, je pense que les positions ne sont pas bien clarifiées. Parce que même le au niveau du décès, non, d'abord, le journalisme et la liberté d'opinion ou d'expression. Ce qu'on fait là, c'est l'expression.
Tout le monde s'exprime. Le chef de l'État a dit, ne prenez plus le marquis pour vous exprimer. Mais il a piégé. Après, il va dire, mais bon, tu as diffamé Charles Hamel. Et on ne va pas me donner l'occasion de m'expliquer. Il y a ça. Donc, il y a l'expression de tout. Maintenant, il y a l'information. Le journalisme, c'est l'information. Et lui, alors, il a abandonné. Donc, on veut prendre le journaliste qui doit diffuser l'information et le mettre dans le champ de l'expression. C'est faux. C'est archi faux. Et d'abord, les premières personnes à être informées, éduquées et instruites à cela, ce sont les autorités. D'abord, les autorités administratives, policières, de forces de maintien de l'ordre et tout. Pour qu'on soit journaliste, il faut d'abord avoir accès à l'information. Mais on le sait également, c'est l'un des problèmes qu'on a au Cameroun comme journaliste. L'accès aux sources d'information. L'accès à l'information, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas protégé. Et pourtant, il y a un droit à l'information. Bon, le problème ici, regardez comment les hommes en tenue ont brouillé les pistes. Le journaliste est arrêté ou interpellé, on ne sait pas, le 19 août. Le 2 août 2019. Oui. Le 2 août 2019. Le commissaire de sécurité publique de Bouya, il jongle. Après, vous dit, il est au bataillon d'intervention motorisée. Lui, il est officier de police judiciaire. Tout à fait normal qu'il interpelle quelqu'un parce que, d'après ses informations, mais il doit le présenter devant le procureur. Si c'est lui, il ne le fait pas, il ne dit rien. Le journaliste se retrouve entre les mains des militaires. Il fait quoi là-bas? Il fait quoi? Et même s'il se trouvait entre les mains des militaires, estimant que peut-être il était allé collecter les informations, on l'aurait confondu aux Zamba Boys, on l'a pris d'abord. Après exploitation, il se réfère à leur commissaire de gouvernement. Mais ici, qu'est-ce qu'on a dit? Il est mort à l'hôpital militaire de Yaoundé des suites d'infection généralisée. Bon, d'accord. Le journaliste était-il au champ de tir où il a eu des blessures qui ont été infectées? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a découvert? Je vous dis, nous sommes dans ce que notre frère, le professeur Rachid Mbemba, appelle le brutalisme. Donc, la violence, et pour reprendre encore ces mots, la violence est devenue carnavalesque dans notre pays. Donc, c'est ça, on fait un carnaval avec la violence. Et c'est même, j'allais dire, ancré dans notre chair. Et on fait comme si on voulait s'en accommoder. Donc, on est dans une dictature et on dit, bon, acceptons qu'on soit dans une dictature, vivons avec ça. Ce n'est pas possible. Donc, ici, comme disait Charles Hamel, c'est le ministre, le gouvernement qui doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec ce journaliste. C'est le journaliste, c'est le gouvernement qui doit nous dire. Rappelons également. Donc, on ne peut pas interpeller le gars et dire, mais après, qu'on vous dit qu'il est mort. Il est mort quand? Dans quelles circonstances? Pourquoi avoir caché? Pourquoi? Il est mort quand? Parce qu'on ne sait pas, on vous dit seulement à l'hôpital militaire, il est mort quand? Vous voyez, vous vous rendez compte que même son avocat apprend son décès à travers Equinox. Oui. Lui-même, il est surpris. 300 jours sans le voir. Voilà. Donc, voilà dans quelle situation. Et quand on va dire que le Cameroun est une dictature, on va vous dire non, non. Or, on ne juge pas la liberté de la presse par le nombre de journaux qui paraissent. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que les journalistes exercent leur travail? Est-ce qu'ils ont accès à l'information? Est-ce qu'ils peuvent recouper même l'information auprès du champ militaire? Vous savez, quand vous le dites, vous me rappelez. Je vous le dis. Quand vous le dites, vous me rappelez justement une sortie, je peux me perdre sur la date, bien, une sortie du chef de l'État de l'Élysée qui est revenu sur cette réalité en disant qu'au Cameroun, on a une liberté d'expression, on a autant de médias, on a même. Mais les gens s'expriment même sur Internet. Est-ce que c'est l'information? C'est l'expression? C'est assez compliqué, Karine Santia. Vraiment, on va peut-être poursuivre avec les messages de nos téléspectateurs ce matin. Et on donnera la parole pour la suite aux uns aux autres de pouvoir se prononcer. Les guéris du Covid-19 au Cameroun sont comme les faux Zamba Boys. On dit qu'ils ont déposé les armes, mais les gens meurent. Ils disent qu'ils sont guéris, mais on enterre les gens nuit et jour. Rita Gianni qui nous a écrit ça. On n'enterre pas les gens qui sont guéris.
C'est pour... Ils aimeraient qu'on les voit, apparemment. Au Cameroun, il n'y a que de fausses chloroquines en circulation dans les hôpitaux d'État. Allez vérifier. Alors, si nous ne pleurons pas nos morts, qui les pleurons pour nous? Vous laissez vos morts pour pleurer ceux des autres. Honte à ces stars camerounaises qui s'y prêtent au jeu. Alors, un autre message ce matin, c'est l'assassinat à ciel ouvert au Cameroun. L'augmentation des morts, plus l'occasion pour vacciner. Alors, arrêtez de tuer les gens pour remplir vos poches. Shame fauna. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar après l'apparition de l'OMS disant soutenir machin truc, plusieurs corps découverts après. Un autre... Mais il faut faire très attention également à ce qui concerne Madagascar. Vous savez, tous les jours, nous sommes en train d'éplucher les informations du monde à travers nos antennes de radio, notre antenne radio, puisque nous on y tient également la matinale sur cette antenne radio. On épluche les infos tous les jours et on se rend compte qu'il y a une manipulation de l'information extraordinaire venant de Madagascar. Une manipulation. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'on a toute information venant de Madagascar en tant que journaliste, on prend la peine non seulement de scruter, d'aller plus loin, de chercher, de fouiller, et vous allez vous rendre compte que depuis un moment, on n'en parle plus, on ne parle plus de Madagascar, parce qu'on s'est rendu compte que les médias internationaux font tout pour salir l'image de Madagascar. Je ne sais pas, Dominique Audrey, qui est amoureuse de Madagascar, certainement peut nous en dire un mot au-delà. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, Dominique, qu'à travers toute la communication autour du Covid, et parce qu'en fait Madagascar s'est prononcé portant le Covid par son président lui-même, que Madagascar soit aujourd'hui sujet d'une diabolisation? Même s'ils sont sujets à une diabolisation, M. Ngatou, est-ce que les citoyens malgaches sont en vie? Je crois que c'est ça le plus important, parce que vous soyez d'accord ou pas, il y aura toujours un moyen pour vous diaboliser. Je crois que le président malgache, lui, l'a axé. Son objectif principal, c'est de s'assurer de la survie de ses concitoyens. C'est ça son cheval de bataille. Et je crois qu'il est sur la bonne voie. Maintenant, les personnes qui vont se cacher, c'est un peu comme les personnes qui se cachent derrière les faits comptes, qui vont se cacher derrière la manipulation, un random, un acharnement, même sur les réseaux sociaux. Et les articles dont vous parlez pour faire de l'ombre ou bien pour faire tâche sur ce que Madagascar est en train de faire, ces gens-là perdent simplement de leur temps. C'est tout. Donc, que Madagascar reste focus. Et je crois que le Cameroun devrait faire pareil. On devra plus se concentrer sur ce qu'on a apporté pour que les Camerounais restent en vie. C'est ça le plus important. Merci infiniment, Dominique Audrey, pour ce regard. Madame, messieurs, restez avec nous. Mais avant de passer à autre chose, je voudrais me retourner... Vebou Charlemagne, Mathieu. Vous avez appris ce qui se passe aujourd'hui à Banjul autour de l'organisation des obsèques du père Photo Victor. Comment expliquez-vous aujourd'hui que ce soit des femmes de notre papa, je veux dire, puisque c'est un patriarche camerounais, qui se mettent ensemble et qui rendent public, n'est-ce pas, les problèmes internes de famille. Vous qui êtes bantou, vous qui êtes camerounais, vous qui êtes fils du Ndé, qui aimez justement vos traditions, ça se passe comme ça là-bas au village? Écoutez, monsieur Michel Ngatou, lorsque l'occidentalisation s'invite dans votre domicile, que vous le voulez ou non, vous êtes mort. Et c'est ce qui est arrivé à tous nos patriarches qu'on appelait milliardaires à une certaine époque. Toutes ces personnes qui ont tenu le fleuron de l'économie, la démocratie, l'occidentalisation s'est invitée. Désormais, ceux qui avaient la charge de la gestion, mais M. Michel Ngatou a été mis à côté. Lorsque les femmes ne sortent qu'en dernier ressort. Les femmes organisent un deuil. En dernier ressort, parce que les femmes n'organisent pas le deuil. Elles ne sortent que pour lamenter leur mari. À ce que vous êtes en train de voir, M. Michel Ngatou, sachez désormais qu'il y a une grosse instrumentalisation des avocats. Vous savez que c'est les premiers brouteurs. Ils aiment bien brouter ce genre de... Parce que là, vous avez vu la succession, je suppose, il y a plein d'autres successions. Les avocats se sont déjà groupillés derrière. On va mettre des comptes, on va sceller ci, sceller ça. Ils vont gérer et c'est qu'ils vont se retrouver en train de manger pendant que la famille sera dans la faillite. On n'a même pas arrêté le successeur. Les enfants ne se sont même pas encore assis. Les enfants de tous les lits ne se sont pas encore assis.
qu'il y a déjà des groupuscules qui se forment. Nous, on a ceux des États-Unis qui ont créé un camp, on a ceux de la France, ceux qui sont en exil, même malades. Vous voyez, c'est plein de conflits. Tout ça, pourquoi? Pour de l'argent. Où est le côté, comment on va appeler, de pérennisation des acquis de papa? Papa a laissé quelque chose. Comment est-ce qu'on va défendre le nom de papa? Mais c'est la faute aussi des papas. Des papas qui ont passé plus de temps à nous donner les bonnes choses qu'à leurs enfants plutôt que de les apprendre à pouvoir se battre et à chercher. Merci à vous. Bon, Benga se prononcera sur le sujet demain, il n'y a pas de souci. Allez, allons rapidement au plateau B, retrouver là-bas où nous attend Consti Lamine, qui revient ce matin nous parler bien évidemment de Sorepco. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour bel et bien à tous les clients des magasins Sorepco. Ces clients qui sont contents de se rendre dans les magasins Sorepco parce que de ce côté-là, c'est la qualité, c'est les meilleurs prix et c'est surtout le respect des règles d'hygiène, bien entendu, dans tous les magasins Sorepco. Alors ce matin, il est question de parler promotion, il est question de parler avantage, il est question de parler qualité. Et bien sûr, le produit qui sera présenté tout à l'heure est une véritable opportunité commerciale. Vous ne le resterez nulle part ailleurs, rien que dans les magasins Sorepco. C'est dans l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de nos téléspectateurs qui ont besoin de qui ont besoin des salons en cuir de qualité, qui ont besoin d'embellir leur maison, qui ont besoin d'embellir leur bureau, de se rendre dans les magasins Sorepco. Vous êtes nombreux qui ont toujours rêvé à avoir un salon en cuir à la maison. Alors votre rêve se réalise à l'instant grâce au magasin Sorepco de Douala et de Yaoundé. Regardez bien sûr comment ça se présente à l'écran. C'est un cuir de qualité. C'est un design présidentiel. Les salons en cuir des magasins Sorepco sont des salons qui vous permettront d'avoir le confort, qui vous permettront d'être bien assis. Oh là 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 là. Regardez comment ces salons vont vous donner la douceur. Ces salons vont bien sûr vous permettre de vous sentir à l'aise. Oh là 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 là. Imaginez quelqu'un assis sur ce salon. Oh là là, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est nyanga. Ces salons en cuir sont de qualité supérieure. Vous les avez à moins d'1 million de francs. Je n'ai pas dit 2 millions, je n'ai pas dit 3 millions, j'ai dit moins d'1 million de francs, notamment 760 000 francs. Un salon en cuir, bien entendu, 6 places de qualité supérieure. Dans les magasins Sorepco de Douala et de Yaoundé, c'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Vous me regardez à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, au Gabon, en Guinée équatoriale, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, les numéros de téléphone, vous les avez. C'est l'occasion plus que jamais de commander. Je rappelle qu'on peut être à Bertois, on peut être à Kribi et acheter ce salon et le recevoir directement à la maison grâce à l'équipe de livraison de Sorepco. Vous l'avez à 760 000 francs. Le stock, il est très très limité. Acheter un salon en cuir, c'est bien. Mais acheter un salon en cuir dans les magasins Sorepco, c'est encore mieux. Oui, un salon en cuir de qualité. Un salon en cuir 6 places. Un salon en cuir avec garantie. Un salon en cuir neuf dans son emballage. Oui, je dis bien, il est neuf. Il est d'origine européenne. Il est dans son emballage. Oh là 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 là. Vous l'avez à 760 000 francs. Ce n'est pas tout. Ce qu'il y a à côté là, c'est un téléviseur. Il n'est pas à vendre. On vous le donne gratuitement. Pour tous ceux qui achètent un salon en cuir dans les magasins Sorepco à 760 000 francs, vous avez droit à un téléviseur 32 pouces, un téléviseur numérique, un téléviseur qui a le Wi-Fi, un téléviseur de qualité. On vous le donne gratuitement pour tous ceux qui achètent un salon en cuir de qualité. Alors, une autre opportunité, vous n'avez pas la totalité d'argent, vous êtes intéressé par ce salon en cuir, rendez-vous dans les magasins Sorepco de Douala et de Yaoundé. Commencez à faire des paiements petit à petit. Mbindi, mbindi. Le moment venu, vous allez venir prendre votre salon en cuir. C'est donc ça, le gros cadeau que la direction générale donne à tous ceux-là qui ont besoin d'un salon en cuir de qualité supérieure. Et je rappelle bien sûr à tous nos téléspectateurs, on n'a pas besoin de venir à Douala. On n'a pas besoin de venir à Yaoundé. Restez dans votre ville. Rendez-vous dans l'agence Sorepco. Dites tout simplement, j'ai besoin du salon en cuir que j'ai vu à la télévision Equinox. C'est le même salon en cuir que je veux. Vous allez payer sur place dans votre ville.
et l'agence de Sorepco de votre ville va appeler Sorepco Douala ou Yaoundé et vous allez recevoir votre salon en cuir en direct à la maison. Donc, chers téléspectateurs, soyez prudents, soyez conscients, soyez prévoyants parce que ces trois mots vous permettront d'avoir un salon en cuir de qualité dans les magasins Sorepco. Merci Constellamine, merci à vous, merci également à vous madame, messieurs d'avoir pris du plaisir à nous regarder ce matin. Merci Charlamagne Bachou pour vos éclairages, Momo Bengan, merci pour tout. Karine Santia, collaboration exceptionnelle aux côtés de Dominique Audrey Oyengelek. Nous aussi, nous sommes heureux de vous dire, allons tous à table, il est midi.